Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Soyez sympa à rembobiner. Aujourd'hui, on s'attaque à Evil Dead Burn en compagnie de Flo et de Flo. Et j'ai la bouche pleine. C'est pas grave. Alors, comme dit, aujourd'hui c'est Evil Dead Burn et on est en compagnie d'un habitué de l'émission, hein, un peu le co-host de l'émission, Florentin. Bonjour Florentin. Bonjour. Pas besoin de te représenter. Hein. Non, je pense pas. Écoutez Ça va notre saouler tout épisode. le monde. Mais pour la première fois, on reçoit Florian aussi. Bonjour Florian. Bonjour. Présente-toi, je t'en prie, pour les gens qui nous écoutent. Je m'appelle Florian, passionné par le cinéma depuis le berceau et surtout passionné de films d'horreur aussi et également acteur aussi. Waouh! On a un acteur autour de la table, Ouais. ça s'éclate. Qui ne vit pas encore de son métier, mais ça ne serait tardé. Mais qui est certifié sur Instagram. Et ça, c'est beau. Oui. Voilà, il est certifié Slasher. Allez le suivre. Donc voilà, aujourd'hui, on est tous réunis pour parler du dernier Evil Dead, parce qu'on est tous des fans autour de la table. Et on va bien sûr un peu parler de la saga. En même temps, on peut pas faire autrement quand on parle d'Evil Dead, forcément. Donc, alerte spoiler, on le dit maintenant. On va essayer de faire au mieux qu'on peut, mais Oui, si on veut parler du film, on n'a pas trop le choix, je pense. Il y a vraiment des passages qu'on est obligé de citer. Ouais. Donc, soit vous écoutez plus tard si vous l'avez pas vu, soit vous en foutez, vous écoutez. Mais voilà, vous êtes prévenus, vous pourrez pas dire l'inverse. Du coup, qui se sent chaud de nous pitcher le film? Pas tous en même temps. Hein. Allez, à toi l'honneur. Allez. C'est ta première fois, toi. Ouais, c'est ça. En gros, Evil Dead Bird, ça raconte l'histoire d'Alice qui a perdu son mari et qui donc va rejoindre sa belle famille, sa très très belle famille dans la maison, et donc ça va être un carnage total pour éviter un peu de trop spoiler, mais en gros voilà, ça raconte ça. Oui, voilà, c'est un très bon résumé parce que. Oui. En Enfin, plus, ça spoil rien, c'est génial. Ouais, en même temps, il faut pas trop en dire non plus, tu vois. Après, c'était un film Evil Dead. Hein. C'est ça. Evil Dead, généralement, le pitch tient sur un post-it. Hein. Il y a pas. Ils sont dans une maison, ils se font massacrer. Ouais. C'est ça, c'est Vraiment, tous les Evil Dead. Grosso modo, c'est Ça ça. parle de 3. Bon, le 3. Bah, ils sont dans un château. Voilà. C'est- Et ça, oui, tu c'est vrai. passes, C'est une un stade au-dessus. C'est vrai qu'on est un peu. Ouais. Tu gagnes en superficie, quoi. Ouais. Mais ouais, très bon résumé. Du coup, ouais, on va comme à l'accoutumée dans cette émission, on va parler de pourquoi le film nous a marqué. Surtout que c'est un film récent et certes, ça fait que 4 épisodes qu'on fait, mais c'était des films qui étaient sortis depuis un petit bout de temps qu'on l'a fait. Oui. Donc là, c'est vraiment un film qui est sorti là au moment où on enregistre, ça fait quoi, 2 semaines, 2-3 semaines qu'il est sorti à peu près. Ouais, Quelque chose près. Mhm. Donc voilà. Donc par où attaquer? C'est ça la question, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce Ouais. film. Bah déjà, j'ai eu la chance de l'avoir vu en avant-première au C'est Grand vrai, Rex. Et ça, c'est classe. Ah, Ouais, avec, ouais, c'était incroyable, l'ambiance était folle. En plus, du coup, il y avait l'équipe du tournage. Il y avait Seb Vanissek et Flo Bernard. Et par contre, ouais, c'était fou, c'était incroyable. L'ambiance était folle, les gens n'arrêtaient pas d'applaudir pendant la séance, de crier, c'était fou. Et donc moi, mon but quand même, c'était d'essayer d'aller les voir, tu vois. Bah, ouais, bien sûr. Bien évidemment, mais à la sortie du film, c'était pareil, c'était un bordel total. C'était, tu pouvais pas. Mais j'ai eu la chance, j'ai rencontré quelques créateurs de contenu sur TikTok Ouais. spécialisés dans l'horreur, donc ça c'était cool. Mais ouais, très belle expérience, c'était ma première fois au Grand Rex. Et Ouais. franchement, j'ai vraiment très très kiffé. Eh bien, on est tous jaloux autour de cette table. Et c'est je pense que je peux dire ma première anecdote. Ah, yes. alors attends, j'ai préparé le jingle. Je veux tester mon jingle, ouais. Attends, c'est parti. Oh yes. J'adore. J'adore aussi. J'adore ce jingle. Honnêtement, j'avais juste envie de dire une anecdote pour l'écouter depuis que tu me dis que tu m'avais fait mon jingle. Non, mais en fait, ça me fait penser, c'est ouf parce que du coup, Evil Dead 2, ce qui a contribué à faire sa popularité, c'est notamment une avant-première au Grand Rex. Oui, Qui a complètement dégénéré. Et d'ailleurs, Sam Raimi disait que il n'était pas au fait des coutumes des spectateurs français au Grand Rex parce que donc c'était c'était le Midi Minuit Festival
à l'époque où ça dégénérait dans la salle, limite on arrachait les sièges et tout quoi. Et donc là, les spectateurs étaient vraiment genre limite insultés l'image donc ça les a vachement étonnés. Mais ça a contribué à en tout cas participer au succès du 2 en France dans les années 80, donc c'est fou. Oui, Voilà, ça me fait penser à c'est ça. vrai qu'en plus, avant la séance du Grand Rex, il y avait Salomé qui avait Il y avait un petit message. message. Incroyable. Même Ça, le c'est- producteur aussi, Rob Tapper aussi, Ouais. qui avait un petit message. J'ai vu qu'ils ont fait un petit message. Et qui du coup avait dit qu'il avait fait son avant-première au Grand Rex pour son premier Evil Dead, chose que je ne savais pas. Ah, c'est Et je trouve ça incroyable. Ouais, pour un petit festival, pour le premier, il avait fait aussi. Ouais. Donc, c'est clair. La boucle est Et- bouclée. Et d'ailleurs, le 2 était, avant le Grand Rex, présenté au marché, le marché des producteurs, en marge du Festival de Cannes, par Irving Shapiro, donc du coup, qui a créé le marché des producteurs et qui est, du coup, il a vu une copie d'Evil Dead 2 et voilà, il avait voulu le présenter au marché des producteurs. Donc ça aussi, c'est fou, quoi. Mais Et il de y a dire plein que d'anecdotes c'était en aussi, en marge du Festival de Cannes, tu vois, genre c'est fou. Ouais, en vrai, ouais. Mais du coup, je pense aussi le fait que l'avant-première ait eu autant de succès pour Burn, c'est le côté. Bon, on va attaquer tout de suite, faut en parler, mais le côté Frenchy déjà. Oui, exactement. Et C'est petit réalisateur, parce que Sébastien Vanitschek, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a qu'un seul long métrage à son actif, qui est Vermine, Mm. qu'on recommande. On recommande tout de suite, bien hein, sûr. on l'a dit, C'est parce que c'est un excellent film d'horreur. En plus, un excellent film d'horreur français. déjà. Je l'ai pas vu. Tu sors de cette table. Mais je Tu es compte le voir. licencié. Mais non, très bon film d'horreur, ouais. Ouais, la mise en scène est folle et puis Les acteurs sont impeccables. les Il est acteurs très bon en sont- direction d'acteur, faut Ouais, dire ce ouais, qui est. vraiment. Il gère beaucoup. Et même l'esthétisme, enfin la caméra, de la manière, parfois tu as une scène où tu as une caméra qui fait un truc un peu Dans le tunnel. rotatif, dans Ouais, le tunnel. cette scène, l'iconique, je pense, c'est la scène du film. Avec celle de la douche, je pense, c'est la scène du film. Mais oui, voilà, qui a déjà marqué les esprits avec ce long métrage et qui avait fait des courts métrages plus tournés vers la comédie en plus avant, plus drame ou comédie, les courts métrages qu'il avait fait avant. Et il a toujours bien aimé l'horreur et il s'est essayé à ça pour son premier long et grand succès repéré par Sam Raimi, Sam Raimi en dans personne, le festival. Stephen King aussi. Stephen King, Steven Spielberg même aussi avait mis un mot en mode ça c'est du film quoi. Donc c'est assez dingue, c'est un peu une success story. C'est fou. Mais même, je trouve improbable. ça super inspirant aussi pour des réalisateurs. Moi je le dis, il m'inspire. Hein. J'ai vu Bien sûr. une interview de lui et c'est ultra inspirant parce que c'est un gars un peu comme nous. Pour ceux qui ne savent pas, nous l'équipe autour de la table, on est des passionnés de cinéma, mais on est tous des gens qui essayons d'en vivre. Mais c'est pas facile parce que comme tous les métiers artistiques, à tous les artistes qui nous écoutent, vous inquiétez pas, on est ensemble. On est dans la même. Que ce soit la peinture, la musique ou quoi, on sait que c'est chiant. Mais du coup, c'est inspirant des gars qui se battent à donf et qu'ils arrivent à popper comme ça. C'est Surtout qu'il c'est disait génial. avant la séance que du coup Vermine l'avait écrit avec Flo Bernard Ouais. dans son petit appart à Paname et que franchement ils sont partis de rien, donc Ouais. c'est fou. Et le fait qu'il ait gardé la même équipe pour tous ses courts-métrages et ses longs est aussi cool. Il faut savoir que la plupart de son équipe technique, même des VFX et tout ça, c'est des gars avec qui il faisait les courts-métrages quand il était en banlieue et tout ça. Donc, très très cool d'avoir gardé sa bande de potes et de rester fidèle à ses valeurs Ouais, bien sûr. pour faire un film hollywoodien. Et aussi, big up à la maison de prod Ghost House de Sam Raimi, Oui, bien sûr. qui leur a laissé carte blanche pour le faire le film. Quoi. Ils avaient un peu peur de ça et ils leur ont dit non, allez-y les gars, vraiment. Sam Raimi, les distributeurs, je crois que c'est la Warner qui distribue. La Warner et D'accord. en France c'est Metropolitan. Ouais. Voilà, c'est Metropolitan, c'est ça en France. Était un peu en mode, pardon, un peu en mode, oui, bon les gars, faites attention, respectez le lore et tout ça. C'est vrai que je balance une anecdote, là, je suis en train de tout court-circuiter. Ils étaient un peu en mode, respectez le lore, faites attention et tout ça. Mais vu que Sam Raimi a le dernier mot, vu qu'il a eu l'intelligence de garder sa licence et de jamais la vendre, Bien sûr. il leur a dit non, amusez-vous les gars. Genre, je veux juste que vous vous amusez, régalez-vous, faites ce que vous voulez, quoi. Et Mais ça se ressent, et c'est très cool. De toute façon, c'est un peu en reflet de Evil Dead du premier. Ouais, de Sam Raimi, Voilà, Sam Raimi, Bruce Campbell et Robert Tappert qui se connaissent depuis vrai. la fac pour les trois. Et c'est Sam Raimi et Robert Tappert qui se connaissent depuis le lycée. Ouais. Et t'as Scott Spiegel aussi qui a fait le scénar du deuxième, qui lui connaît Bruce Campbell depuis le lycée. Ils ont fait des courts-métrages ensemble dans le jardin de leurs parents et tout. Donc c'est vraiment aussi une histoire de potes un peu et le premier Evil Dead, il est carrément fauché, quoi. Ah oui, bien sûr. Et
il le disait, ce qui a fait le succès, en tout cas du premier Evil Dead, ce qui leur a permis de percer un petit peu, et justement c'est marrant que parce que je savais pas du tout que Stephen King avait dit des choses par rapport à Vermine, mais c'est Stephen King qui a propulsé un petit peu Evil Dead parce qu'il avait fait une critique justement en marche du festival de Cannes et du marché du film, voilà, que et le 2, en tout cas ça c'est Bruce Campbell qui le disait en anecdote, ils ont pas la même anecdote donc on va prendre avec des pincettes, mais Bruce Campbell disait que Stephen King a du coup personnellement envoyé Dino De Laurentiis pour produire le deuxième, parce qu'il galérait pour produire le deuxième film, parce qu'il me semble qu'ils avaient eu des soucis avec les studios, c'est Universal. Oui, problème de droit. Et pour surtout ils avaient subi l'échec, c'était un film qu'ils avaient créé avec les frères Coen, Mort sur le Green. Ok. Oui, ça me dit un truc. Ouais. Et en fait, ils ont pas eu le mot sur les cuts. La production, ça a été un désastre complet. Et en fait, ils galéraient pour trouver les financements par rapport aux deux, par rapport à ce film-là. Et c'est Stephen King qui les aurait sortis de là, selon Bruce Campbell. Parce que selon Robert Tapat, c'est pas du tout ça. Mais on n'aura jamais la. Ouais, c'est bien, ça rajoute un peu de mythe autour de tout ça, mais. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool que ce soit encore une bande de potes qui réalisent et que ça soit un peu cet esprit-là dans la saga que tu ressens, parce que c'est vrai que les Evil Dead, contrairement à d'autres franchises d'horreur qui se sont vachement aseptisées et qui sont devenues aussi des franchises commerciales. Voilà ce que je veux dire. Je trouve que t'as encore le côté un peu hargneux des premiers Evil Dead dans tous les Evil Dead. Peut-être moins dans Rise. Rise est quand même assez couillu dans sa violence, mais je trouvais qu'il faisait plus grand public. Contrairement, tu vois, la Burn, où tu retrouves un peu l'ambiance, en tout cas du premier. Oui, parce que dans Burn, vu que tout se passe dans une maison au milieu de la forêt aussi, comme dans les premiers Evil Dead, c'est déjà cet esprit-là. Mais non, moi j'ai trouvé Rise. Je l'aime bien Rise aussi, mais c'est un peu plus. Mais je vois ce que tu veux dire. Grandiloquent. Tu vois. Ça se passe dans un appartement, dans un immeuble, tout ça. Même par rapport au début, avec la cabane, tu vois, genre ils refont la scène de la cabane. Que tu retrouves aussi au début d'Evil Dead Bird, ça c'est cool. Peut-être qu'on va en parler du lien entre Rise et Burn. C'est un peu enfin une suite directe. Totalement. Avant il n'y avait pas, même dans le Evil Dead de Fede Alvarez, il n'y avait pas vraiment de suite directe, même de Evil Dead Rise, il n'y avait pas une suite directe. Donc ça, par contre, j'ai bien aimé du coup ce truc-là. De faire le lien avec la scène du lac. Voilà. Celui d'Alvarez, c'est considéré comme un reboot. C'est un remake. Même si j'ai vu qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de fans qui demandent un crossover du coup entre le personnage de Mia qui survit et Ash, et que les deux partent chasser les Deadites ensemble. Mais ouais, il l'avait pensé. Attends, ça m'a envoyé. Oui, alors je remets. Oh yes. Je crois dans la première version du scénario, Mia, c'était la fille de Ash. Et je crois que ça n'a pas vraiment plu à Rob Tapper, ou je ne sais pas, mais du coup ils ont pas pris cette idée-là et ils ont pas voulu ça, mais dans la première version, c'était censé être la fille de Ash. Mais ça aurait été, je pense, cool quand même. Ouais. Surtout que quand tu vois le caméo de Bruce Campbell à la fin, la scène post-générique, quand il regarde face caméra et qu'il fait son groovy. Dans le remake de celui d'Alvarez. Je crois que j'ai jamais vu la scène post-générique. Ah merde. Jamais allé jusque-là. Mais j'avais vu que Sam Raimi, lui, s'était opposé à l'idée du reboot quand il avait été proposé, parce qu'en fait, c'était arrivé avec toute la vague des reboots à partir des années 2000. Oui, les Jason, les Freddy. Les Massacre à la tronçonneuse. Et en fait, c'était vraiment, ça s'est arrêté avec l'échec de Freddy les Griffes de la nuit, qui est absolument horrible à regarder. Les deux, Vendredi 13 et Freddy, c'est. Alors que le remake de Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, qui est aussi le réalisateur de Vendredi 13, le remake de Massacre à la tronçonneuse est sympa. Il vaut le coup d'œil, je trouve. Même il est dans celui de 2003, tu parles? Ouais, et même celui de 2006, tu vois. Celui de 2003, franchement, j'ai l'impression que pour moi, il est bien meilleur que l'original. Oula! Alors, on va. Bien, écoutez, c'est la fin de ce podcast. On va. Ah bon? Mais attends, pourquoi? L'original, quand même. L'original est super, attention. J'adore l'original. Mais il y a ce petit truc. Il y a une tension là autour de la table, vous n'avez pas idée. Oui, là, je suis en train de tirer le micro. Détendre le micro.
Il cherche un projectile. Je sais pas, je trouve dans sa mise en scène, vraiment, il y a quelque chose de tout nouveau et tout en respectant l'ADN de Massacre à la tronçonneuse. Mais je trouve que justement, c'est nouveau. Il a voulu, je sais pas comment expliquer. Après, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, j'adore aussi le remake, tu vois, mais tout autant que l'original, puisque l'original a clairement. En termes marqué. d'innovation, tu vois, je Oui. parle. C'est vraiment ça en fait qui m'a beaucoup touché C'est vraiment original. Dans le remake de 2003. Ouais. Ce qui fait que limite, je le préfère un peu à l'original, même si l'original, attention. Non, mais l'original est un chef-d'œuvre. Ouais. Mais celui de 2003, je trouve que c'est un très bel hommage justement qui lui fait. Et Ouais. c'est ça en fait qui m'a énormément touché en fait. Tu vois. Ah bah carrément, ouais. Non, mais, je suis d'accord avec toi. Hein. Bon, le 3, Mais on se battra. le remake de 2003, voilà. C'est fou quand même. Mais c'est carrément la même chose pour Evil Dead de Alvarez. C'est que c'est à la fois, je trouve, de la grosse innovation au niveau de la mise en scène, parce qu'on est aussi dans cette esthétique de la torture porn des années 2000 et début des années 2010. Mais en même temps, on a tout un hommage à l'original et même au deuxième, qui est vraiment sympa, quoi. Et que tu retrouves aussi dans Massacre à la tronçonneuse. Ça me fait penser aussi à La colline à des yeux d'Alexandre Aja, qui à la fois change complètement l'histoire de l'original, parce qu'on est plus sur des vagabonds, là on est sur des créatures issues des essais atomiques, nucléaires, mais en même temps on a aussi on retrouve tout l'impact symbolique de la mise en scène de Craven, et l'hommage un peu au cinéma d'exploitation des années 70. Donc, il y a quand même des bons remakes. Il y a des bons remakes. Ah oui, on peut prendre aussi Rob Zombie avec Halloween. Hein. Ah oui. Alors attention, pareil. Halloween, ouais. Bah, le 2 aussi, les deux. Ah, le 2, moi j'adore. Ouais, il est très différent. On va encore se battre. Non, mais c'est cool, j'adore le fait qu'on n'ait pas le même avis. J'adore, mais non, je trouve qu'on est je sais pas, je trouve que Rob Zombie il est parti un peu trop loin dans le 2 et peut-être que j'ai pas arrivé à suivre. Et ah oui, je comprends. C'est très totalement perturbé. Très personnel. Je trouve, totalement, il est allé très très loin et c'est ça qui m'a un peu perturbé. C'est que là, en termes de respect au lore originel, il y en a plus aucun dans le 2. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Son ADN à lui, quoi. Je l'ai pas accepté, tu vois. Rien que le personnage de Loomis qui change complètement dans le lore originel, ça reste le sauveur un petit peu marqué par tous ces doutes de est-ce que c'est lui qui a pas créé Michael Myers, alors que là on est sur un enfoiré qui se sert de cette histoire pour vendre des bouquins et passer à la télé et même se permettre des petites agressions et petites violences sexuelles envers. Moi je trouve ça intéressant de le faire tourner. Mais par contre c'était super intéressant, même au niveau de son design, il a cette chemise, ce blazer noir qui du coup lui donne des traits beaucoup plus durs. Mais peut-être qu'on s'égare. On s'égare. Mais pour en revenir à Evil Dead celui de Fede Alvarez, il a été énormément boudé à sa sortie par les fans et la critique, alors que j'ai vraiment adoré. Moi, je l'ai vu très tard, je l'ai pas vu au moment de sa sortie. Moi, je t'avoue, c'est le premier Evil Dead que j'ai vu. Ouais, moi aussi. Moi, c'est un des derniers, en vrai, techniquement. Je l'ai vu très tard. Ouais. Alors que je trouve qu'on revient enfin à de l'horreur pure. Alors que non, la trilogie de Sam Raimi qui est très différent, mais j'ai adoré parce qu'on revient vraiment à de l'horreur. Je vois ce que tu veux dire, ouais, l'ambiance silencieuse, et puis craspée, tout ça. C'est gore. C'est gore. C'est vraiment l'esthétique torture porn avec les sauts, les hostels qui ont changé le visage de l'horreur, surtout au début des années 2000, quoi. Et c'est vraiment dans ce jeu-là esthétique, avec la scène le personnage de Mia, ils refont la scène du viol par la forêt dans l'original, qui est insoutenable à regarder, qui est beaucoup plus vénère, plus hard que celui de l'original. Qui est déjà difficile à regarder dans l'original parce qu'on comprend. D'ailleurs, j'ai ce qui se passe. Petite anecdote. Ah, attends. Oh yes. On va l'entendre souvent, je crois. Oui. Justement, cette scène-là, je sais pas si vous aviez l'info, mais en gros, ils l'ont tournée à l'envers. Et ils l'ont pas tourné du tout comme une scène de viol. Et c'est en fait en remettant les images à l'envers, du coup. Enfin, en gros, quand ils ont tourné, c'était les lianes qui s'enlevaient du personnage. Et quand ils l'ont du coup mis à l'envers dans le montage du film, elle devait juste se faire agresser physiquement. En fait, la scène avait cette symbolique et cette allusion-là. Mais au début, ils voulaient pas du tout, et ils l'ont pas demandé à jouer comme ça, et l'actrice l'a pas joué comme ça non plus. Je me doute vraiment. Je me doute parce que quand on voit tout le reste du film, tu te dis c'est un peu trop trigger warning entre guillemets.
pour tout le reste du film, Ouais. qui est un film certes violent, mais qui part pas dans ce délire-là d'agression sexuelle et tout ça. On suit juste des démons avides de sang, donc ils n'auraient pas d'intérêt à violer, quoi. Ils sont juste là Ouais. pour posséder les gens et dégommer des gens, quoi. Donc ça aurait pas trop d'intérêt, quoi. Ouais. Donc il l'avait pas pensé comme ça. Bah écoute, ça appartient au public maintenant. Mais pour revenir sur ce côté un peu plus horreur brutale, je trouve que dans Evil Dead Burn, on est vraiment aussi dans ce côté brutal-là. Mais on retrouve un peu le côté comique que pouvait avoir Exactement. le Evil Dead 2, par exemple. Ouais. Ce côté très ironique dans certaines scènes. Moi, je pense à la scène où alors c'est un détail à la con, mais quand il y a le cercueil qui descend bloque, ouais. et que ça bloque et que du coup il essaye et du coup t'as la famille qui se regarde. Enfin, même quand elle commence son discours et que t'as les travaux derrière. Hein, En fait, c'est des trucs qui sont pas comiques, mais qui transforment les scènes dans une sorte d'ironie qui participe aussi à la violence parce que c'est des trucs vraiment décalés, quoi. Mais en fait, oui, ils ont une manière de décomplexer l'horreur. Enfin, il y a des moments, il y a des scènes ultra hard où il y a une touche d'humour qui vient se poser là. Et du coup, bah, tu rigoles, mais ça enlève rien à la gravité de la situation. C'est ça, c'est un peu le truc. Bon, on fait une petite pause dans l'horreur. Ouais, c'est un peu ça. Comme ça, vous respirez un petit peu. Totalement. Et après, on repart dans... La scène, bah déjà, le fait que le comic relief d'Evil Dead Burn soit la grand-mère, rien que ça, c'est spécial. En fait, pour expliquer aux gens, c'est pas vraiment un spoil, parce que vraiment, voilà, c'est un truc qui change rien à l'histoire. Mais il y a la copine du petit frère du beau-frère, du coup, de Alice l'héroïne. Ouais. La grand-mère est convaincue qu'elle lui a volé de l'argent. Mais il faut savoir que la grand-mère a Alzheimer. Et tout le long du film, même quand ça part en javel de tous les côtés, tout le monde s'entretue tout ça, la grand-mère est en mode « Et t'es venu me rendre mon argent? Il est où mon argent ?» Enfin voilà, elle reste dans cette optique-là que cette fille est une voleuse. Donc voilà, c'est un peu le comic relief du film, en mode elle a sa fixette parce qu'elle a Alzheimer, malheureusement, cette pauvre dame. Et du coup, ça rajoute un petit côté comique en mode là, t'as un peu ta famille qui est en train de crever, toi t'es en mode et bon l'argent, il est où mon argent? Je trouve qu'il y a un humour assez méta quand Alice lit les incantations et qu'elle s'arrête à la dernière en mode c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. C'est pour ça, du coup, voilà, ça te crée aussi un effet ou même le côté le gros plan qui insiste sur le lave-vaisselle qui est ouvert, donc tu te doutes qu'une mort va être liée au lave-vaisselle et quand tu vois le beau-frère se faire pousser, tu penses que ça va être sa mort et en fait non, pas du tout. Alors, le lave-vaisselle va être impliqué dans une mort complètement brutale d'ailleurs. C'est vrai ça. La plus brutale, je pense, du film. Ah ouais? Ah, je trouve que c'est la plus brutale. Moi, après, le lave-vaisselle. tu connais mes limites. Tu connais mes limites et tu sais quelle scène m'a vraiment dérangé dans le film. Donc, est-ce qu'on peut spoil ou pas? On peut. Parce que ça arrive au début, mais enfin. Ouais. Bon alors, peut-être passer de quelques minutes ceux qui ne l'ont pas vu, mais moi la scène qui m'a le plus choqué, je suis désolé, mais c'est quand le chien meurt. C'est horrible. Ça, c'est ma limite. Par exemple, dans le film Obsession, on va dire aussi peut-être un autre spoil. Attention, alerte au spoil pour ceux qui n'ont pas vu Obsession. La scène avec le chat qui se fait cuisiner, mais moi, c'est horrible. Et c'est ma limite. Voilà, les animaux, ils font. Voilà. Ça veut dire que des crânes qui sont fracassés, ça va. Par contre, le chien qui se prend des coups de fourchette, ouais, c'est un peu trop. C'est vrai que même moi aussi, ça m'a un peu choqué cette scène. Je me dis, oh non. Pas le chien. Qui tu veux, mais c'est ça. Touche pas au chien. Mais du coup, je pense que c'est le côté l'écriture. Bah déjà, Sébastien Minicek, il a aussi cette petite patte pour la comédie, mais il y a Florent Bernard aussi avec lui qui est pour ceux qui ne connaissent pas, il a travaillé pour Golden Moustache, Studio Bagel. Il écrivait beaucoup de sketchs. Il a fait son premier film Nous et le Roi, qui comporte en plus un peu cette structure-là. Dans Nous et le Roi, qui est un drame techniquement, un drame familial. Il y a des situations très tristes, si j'ose dire, entre guillemets. Il y a des disputes entre les parents et les personnages principaux. Et il y a une vanne qui va venir fuser au milieu, mais d'une manière naturelle, en fait, comme quelqu'un pourrait sortir dans une discussion normale. Et du coup, on va rigoler tout de suite, mais hop, il va y avoir un enchaînement derrière d'un truc ultra triste qui va être dit derrière, et on va se remettre à chialer. Et ça fait aussi ce yo-yo-là, et je trouve qu'on le retrouve dans Evil Dead Burn c'est extrêmement violent, et hop, il va y avoir une vanne, mais comme tu dis, méta qui va apparaître, et tu vas rigoler, mais 2 secondes après, tu vas voir un mec se faire découper en deux ou quoi, et t'es en mode waouh. Mais je trouve même que l'humour participe à la violence. Je trouve que c'est hyper bien dosé parce que c'est un humour qui est très irrévérencieux et qui participe à toute la brutalité du film. Ça, c'est un bon respect, je trouve, de Evil Dead 2, par exemple. Evil Dead 2 qui. Ce que justement, je reprochais, moi, au Evil Dead de Fede Alvarez. Très, très sérieux. Ouais. D'un côté, je me dis, ok, why not, pourquoi pas revenir dans ce sérieux-là, mais j'aurais aimé avoir davantage un petit peu d'humour, justement, subtil, comme à la Burn. Et je trouve que c'est beaucoup plus dans l'esprit de Evil Dead, maintenant, c'est un peu cet humour. Ah oui, je pense qu'il a mis une petite pierre angulaire au style comédie horrifique, mais comment on peut dire, comédie gore horrifique. C'est très
cartoon, dire. parce que Sam Raimi, de toute façon, est très inspiré par les bandes dessinées. Comic book, bien sûr. Et tu vois, dans Darkman, même dans les Spider-Man, Spider-Man. et tu vois dans Evil Dead 2 et Army of Darkness. Army of Darkness, c'est un comic book movie. Hein. Ah, totalement. Ash, c'est vraiment l'archétype du héros de comic book. Il a sa tenue, il a ses armes. Chaque phrase est une jamais. Oui. Chaque phrase est littéralement une Et réplique. to the king, baby. Ouais, give me some sugar, baby. Ce genre de choses. Toutes ces phrases. C'est un showman. C'est un showman. Ah, totalement. Mais ouais, il a une esthétique qui est très, très cartoon. Tu le vois même dans son dernier film, Send Help. Oui. Qui a aussi cette rythmique-là qui lui est Alors chère. qu'il est juste à la réal. Ouais. Il a pas écrit ça. Ou même dans Multiverse of Madness. Tu vois. Ouais. Je trouve que Multiverse of Madness, c'est peut-être celui qui me fait le plus penser à Evil Dead. Ah, totalement. Là, on Ouais. sent que c'est Sam Raimi. Il est très horrifique Ouais. comme film. Et J'aime même, beaucoup. tu retrouves des trucs. Déjà, il y a les la Delta. caméos de Bruce Campbell avec sa main possédée. C'est un peu... Et il y a la Delta. Il y a la Delta. Qui flotte dans les airs. Mais même, t'as le evil Doctor Strange à la fin, Oui, en zombie. c'est vrai. Qui du coup, Un peu pour toi des t'anime. grands anciens dans le 3. Ouais. Et puis t'as son troisième œil là sur le front qui fait aussi penser. C'est dans lequel ou alors c'est peut-être où il a un œil au niveau de la main. C'est bien du tout. J'avais vu passer ça. Je me rappelle plus. J'ai dit peut-être une Il connerie. est complètement ivre. Il a C'est sa la chaleur, sixième c'est la bière. chaleur. Vous savez pas, il a sa 6e bière. En fait, vous savez pas, mais c'est le deuxième enregistrement quand il est inaudible. Mais ouais, donc j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, Webburn, ouais, il est, ouais, c'est vrai qu'il a cette touche-là. On revient un peu aux sources de mélanger vanne et brutalité. Et aussi, je trouve que la manière de filmer de Sébastien Vanitschek apporte un truc en plus. Il y a alors attention, de toute façon, si vous connaissez Evil Dead, c'est que vous n'êtes pas vraiment une âme sensible, mais il y a des gros plans vénères dans ce film quand même. Ouais. Déjà, il y a des gros plans sur plein d'objets. Ouais. En mode fusil de Tchekhov. Je crois qu'on l'avait déjà expliqué dans un des épisodes ce que Oui. c'est un fusil de Tchekhov, mais on peut le répéter. Fusil de Tchekhov, c'est un procédé qui consiste à nous montrer un élément dans un film qui a l'air anodin au premier abord, mais qui va être utilisé plus tard dans le film. Qui vient d'un film ou justement d'un film de Tchekhov, tout simplement. Ou un personnage. Une pièce de théâtre, non? Peut-être une pièce de théâtre. Ouais, Un personnage pose un fusil au-dessus d'une cheminée. Et on se dit, pourquoi on voit cette scène? On s'en fiche un peu de voir le gars poser son fusil. Et plus tard, dans la pièce, le fusil est réutilisé. D'où le terme. Mais voilà, dans le film, il y a plein de petits fusils de Tchekhov qui sont disséminés comme ça et qui sont totalement défoncés parce qu'en fait, tu te dis, voilà, genre à un moment, elle prend un couteau, elle le met dans sa poche, l'héroïne, et à un moment, elle ressort le couteau, tu dis, voilà, elle va l'utiliser pour se défendre. Et pas du tout. Elle se foire le couteau par 20 000 lieues et le couteau lui sert à rien. Et il y a plein de scènes comme ça, j'ai remarqué que j'ai bien aimé, où tu dis, voilà, là, s'il fait un gros plan sur ça, ça va être utilisé. C'est utilisé, mais pas du tout comme on. Ça fait partie, je trouve, de l'humour méta. Ouais. Enfin, l'humour, entre guillemets, parce que, je te disais, c'est vraiment un humour qui te fait pas rire, c'est plutôt un humour qui te décale les situations. Ouais, ça t'ajoute une petite surprise. Ouais. Tu te dis, putain, en vrai, parce qu'au début, on s'attend à un petit truc conventionnel. Par exemple, le coup du couteau, pour expliquer vite fait la scène, au moment où elle sort de la poche, elle a une personne possédée sur le dos, et on se dit, elle va le sortir, le planter dans la cuisse de la personne, quoi. Et pas du tout. Elle se foire, et le couteau, vraiment, elle n'arrive pas du tout à l'utiliser, quoi. Donc, même sur toute la scène du repas où le père prend le tire-bouchon. Oui. Et après, elle lui enlève le couteau, et au final, on lui réenlève le tire-bouchon. Donc, tu sais le pas, en seul fait, truc qu'ils n'enlèvent pas, c'est la fourchette, et ça part de avec la fourchette, ouais. Donc, et c'est vrai que du coup, ça te crée une tension supplémentaire. Parce qu'en plus, cette scène, elle est d'une tension. Elle est incroyable. Absolue au niveau de la mise en scène. Ça m'a fait penser, cette scène où ils sont tous réunis autour de la table, ça m'a fait penser à Resident Evil 7. Ah oui, grave. Avec la famille Baker. Massacre à la tronçonneuse aussi. Mais en fait, parce que je trouve que le daron, il ressemblait beaucoup grave. au père. Donc. D'ailleurs, big up à cet acteur qui est terrifiant. Ouais. Que d'ailleurs, petite anecdote, j'ai pas de jingle, donc voilà, pour moi. Mais Sébastien Vanitschek voulait à tout prix ce gars, alors qu'il était en finale avec un autre acteur plus connu que lui. Mais Sébastien Vanitschek s'est battu pour avoir cet acteur-là, parce qu'il a dit, je le sens, il y a un truc. Et il a réussi à avoir cet acteur-là. Et pendant le tournage, c'est l'acteur qui faisait des propositions. Sébastien Vanitschek, il a dit, je l'ai quasiment pas dirigé. Il a compris tout de suite la vibe et tout ça. Et celui qui disait, est-ce que si ça, je fais ça et comme ça, il disait, vas-y, on tente. Et à chaque fois, il a dit, ça rendait quasiment bien. À chaque fois, je suis en mode, c'est nickel, en fait. C'est là où le mec a capté direct il a capté direct l'ambiance du film et il y allait à fond. Et vraiment, dans le film, il est incroyable. Hein. Oui. Ouais, c'est parce qu'en plus, t'as pas de rupture dans la brutalité parce que avant d'être possédé, c'est un personnage qui est vachement brutal quand même. Ouais, dans c'est déjà ta personnalité basique. On peut le dire parce qu'on l'apprend ça se voit directement dès le début du film. Il y a un truc qui tient à cœur à Sébastien Vanitschek dans ses films. Il y a toujours derrière le côté fun ou quoi, ou horrifique, un message social derrière.
Ouais. Dans Vermine, c'était l'image de la banlieue, l'image Ouais. qu'on voit de la banlieue et tout ça. Et là, c'est les violences domestiques. Ouais. Et on se rend compte, ça, c'est pas un spoil, parce que vraiment, dès le Oui, début on du film, le on voit. voit. On voit tout de suite, dès la scène d'ouverture, on voit qu'il y a un problème dans la relation entre Alice et son mari Will, de mémoire, Ouais. c'est ça son prénom, avant son décès, bien sûr. Et on se rend compte, en fait, même s'il n'y a pas de scène explicite, qu'il y a ce schéma-là dans la famille entière. Que la mère a un côté soumis à son mari, même si elle dit qu'elle l'aime et tout ça. Mais il y a une manière qu'il a de lui parler. Et tu où vois elle que est même pas- elle aussi, elle a été malheureusement battue par Ouais. son mari, même ses enfants. Je pense que même le beau-frère. Ouais, il y a un certainement, côté il est passé. domination assez. Ouais. Ouais. Même d'ailleurs, il y avait une scène qui m'a énormément choqué. C'était, je sais pas si c'était la mère ou la grand-mère qui, à un moment donné, disait à Alice ouais, mais pourquoi t'es pas partie? Tu savais, genre, pourquoi t'es pas partie? Ouais. Et ouais, je fais waouh! Alors Ouais, que cette oui, phrase est, ouais, est c'est assez dingue. ouais. Mais non, je trouve ça justement, c'est bien qu'il a réussi à passer ce message-là. En plus, Ouais. il Et le il le fait fait il le très fait bien, très, ouais. très bien. C'est Ouais. pas montrer du doigt en mode: «Eh regardez, Ouais, non, regardez, il y c'est a ce message-là». C'est vraiment, c'est Ça participe vraiment l'éclatement de la cellule familiale, ouais. mais qui du coup s'opère bien avant, quoi, parce que c'est vraiment du coup toute cette symbolique des films de survie. Je crois qu'on en avait parlé dans The Descent, Ouais. mais ce qui fait la force des films de survie, c'est l'éclatement social du groupe. Là, c'est totalement ce qui Et là, en fait, tu arrive. sens que l'éclatement social du groupe, il arrive avant l'horreur. Oui, c'est vrai. Et même tous ces côtés de flash que Alice va avoir de elle, sa relation abusive, par rapport aux scènes de violence qu'elle va subir dans la réalité. C'est-à-dire que vraiment, tu as deux horreurs. Tu as une horreur quotidienne qui va se mêler à l'horreur horrifique, Je surnaturelle. pense que c'est pour ça Et aussi qui qu'ils ont fait va... la Final Girl. Ouais, Il y a un mais côté, elle a enduré et Ouais. c'est elle est vraiment ce déterminée, côté de enfin traumatisme, ouais. des trucs qui vont se réveiller dans sa chair, dans son souvenir, qui sont super intéressants à exploiter et qui du coup magnifient un petit peu cette symbolique sociale et qui rend le film super important, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé ça. Ok. Et surtout, Ah ouais? bizarrement, surtout les Américains. Comme ça. Mais les Américains ils étaient en mode: «Moi, on s'en fout un peu de sa vie, ça gâche un peu le film d'avoir ses flashbacks et tout ça, la relation avec son mari et tout ça». Alors que, déjà, c'est le point de vue de Sébastien Hitchcock, enfin, c'est le message qu'il voulait faire passer, en dessous de la violence. Enfin, ça reste de la violence quand même, mais, on se comprend. Oui. Dans le sens où il y a la violence fun du film, décomplexée, et la violence qui est une réalité pour beaucoup de personnes. Donc, voilà. Et aussi le truc qu'il rajoute en plus dans le film, c'est le fait que les Deadites, c'est le nom des possédés dans l'univers Evil Dead, sont comment dire? Quand ils prennent possession de quelqu'un, ils ont accès à leurs souvenirs et tout ça, et du coup, ils vont, déblatérer et provoquer les personnes exprès, parce que c'est leur délire, c'est des démons, donc Oui, voilà. oui. Et du coup, ça rajoute, comment dire? À la «violence psychologique» entre guillemets de certains trucs. Ouais. Quand tu lui dis: «De toute façon, il t'a jamais réellement aimé, lui, il était le meilleur, c'est toi qui me traînais», tout ça. Enfin, il y a ce genre de phrases qui sont lâchées par Grâce à les lui, tu ne serais pas là, tu ouais. vois? Et Même avec le beau-frère et sa femme. il y a une Ouais, phrase. ouais, Il y a une mais phrase, là, on ça peut la dire, grosse cette phrase mais est ouais, cette phrase, elle est très forte. Alors, je l'ai plus exactement en tête, mais je crois que c'est un truc du style, moi, tu réussis à me tuer et t'as pas réussi Ouais, pour à tuer tirer ton père, pour tirer sur ton père. Ouais, je l'ai plus exactement en tête. Ouais, oui, Donc, c'est on ouais. comprend la symbolique, quoi. Et d'ailleurs, cette scène, en plus, dans la voiture avec le père, elle est absolument, d'une efficacité. En termes de été mise en scène, elle est Et folle. ça a été une galère à tourner. Il a fait une des plus J'imagine. difficiles à tourner, mais une des plus galères. Avec le plan séquence, ça a été une des plus galères. Tu m'étonnes. Parce que faut savoir, dans le film, il y a un plan séquence de zinzin. Voilà. Donc, Qui est magnifique. Il est Incroyable. incroyable. En fait, il y a des plans de fou partout. Il y a un plan miroir qui est assez dingue. Il y a le plan dans la cheminée à la fin qui est génial. Il y a le plan séquence, la scène dans la voiture, la scène du repas. Il y a quoi d'autre encore comme scène que j'ai trouvé zinzin? Il y a la colorimétrie, il y a des scènes avec, à la fin, notamment avec le ciel rouge qui est folle. Ah oui. Et en fait, il faut savoir que Sébastien Vanitschek, chaque jour quand il arrive sur le plateau, ce qu'il le dit lui-même, il est un technicien. Lui, il a dit: «Moi, le truc que j'adore, c'est faire des dingueries avec la caméra et tenter des trucs». Et il faut savoir que chaque jour sur le tournage, quand il est arrivé, il était en mode: «On se lance quel challenge aujourd'hui?» Il disait à son équipe. Et il voulait essayer des plans différents chaque jour. Et ça se ressent. Il y a des plans, il y a un moment tout con, il y a un chant contre chant entre Alice et la mère de son mari. Ah oui. Et c'est pas un chant contre chant classique en mode visage cut l'autre visage, c'est visage, on tourne la caméra,
on filme Alice, on retourne la caméra vers la mer, et ça rajoute, je trouve, de la tension justement. Mais surtout qu'en plus, le cadre se resserre à chaque fois que la caméra se tourne. Exactement. Et jusqu'à que ça tape à la porte, quoi. Et je trouve ça. De toute façon, tu vois qu'ils se sont amusés de fou. Ouais, et c'est ultra satisfaisant. Bah, ça me fait penser à Sam Raimi à ses débuts. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, si vous êtes passionné de cinéma et que vous voulez faire dans la technique, regardez, je pense, le making-of du premier Evil Dead. Ouais. C'est un cas d'école. J'ai une petite anecdote là-dessus. Ah Oh yes. Alors, du coup, dans Sam Raimi, ce qu'il faisait sur le tournage donc, du premier et du deuxième, c'était que donc il inventait des plans de caméra assez fous, mais il n'avait pas, en fait, c'était pas les moyens d'une grosse production, donc il n'avait pas des grues, il n'avait pas, enfin voilà, il n'avait pas les moyens techniques pour faire les plans qu'il envisageait, donc il les faisait quand même, parce qu'en fait, il avait dit en interview que les plans de caméra, c'est pas des effets de style, mais c'est plutôt des manières de faire ressentir émotionnellement ce qui se passe narrativement dans l'image. Et c'est vrai que dans les Evil Dead, t'as pas d'effet de style. Alors que ça pourrait tomber dans un effet de style ou une surenchère, voilà, de je fais un plan de caméra stylé. Alors que là, en fait, dans les Evil Dead, tu le ressens pas du tout. Et c'est vrai, c'est vraiment pensé pour faire ressentir émotionnellement ce qui se passe du coup narrativement. Et je trouve que tu as aussi ce principe-là dans Burn. C'est-à-dire que les plans de caméra assez fous en tout cas ne dénotent pas par rapport au film. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, au premier, là, tout ce qu'on vous dit, c'est parce qu'on allait le voir une deuxième fois. Oui. Et en fait, on a plus pris du coup du côté analytique de la chose. Mais la première fois, en fait, on n'a pas du tout pensé au plan. Enfin, si, parce qu'on a quand même un peu cette déformation-là. Mais on était en mode, c'est stylé, mais on n'était pas en mode, ah, je me demande comment il a fait. Enfin, on divaguait pas à se dire, oh, ce plan, on était en mode, waouh, ça en jette. Et ouais, comme vient de le dire Florentin, on était à fond dans. Enfin, ça dénaturait pas le film. On était quand même en mode. Ouais, tu kiffes, quoi. Ouais, mais ça participe vraiment à la construction sensorielle de l'expérience horrifique. Et tu sors pas du tout. Voilà, c'est pas un principe artistique, quoi. C'est vraiment pour te faire ressentir émotionnellement ce qu'ils veulent dire au niveau de la narration. Donc c'est vraiment cool. Mais ouais, on peut venir aussi on peut parler de la direction d'acteur de Sébastien Vanitschek qui est impeccable, qui était déjà dans Vermine. Et là, il y a rien à redire dans. Non, je trouve que franchement, les acteurs, même. Surtout que c'est des acteurs pas connus, enfin pas très très connus. C'est ça que j'ai aussi énormément apprécié. C'est des acteurs vraiment que tu connais pas, qu'on fait des séries ou des séries films, en troisième rôle, voire quatrième rôle. Soit là, Yacoub que je connaissais pas du tout, que je découvre, qui était même là à l'avant-première. Je trouve qu'elle joue, elle est incroyable, elle joue super bien. Elle a un aura de fou dans le film. Vraiment une héroïne badass. D'ailleurs, je trouve que on a enfin des héroïnes dans les Evil Dead depuis. C'est vrai. Depuis Fede Alvarez. Mais en plus, même si Bruce Campbell est incroyable. Voilà. Bien sûr. Même dans Rise, t'as une héroïne. Oui, bien sûr. Mais depuis Evil Dead de 2013, on a cette fois-ci que des héroïnes. Et moi, je trouve ça incroyable. C'est des héroïnes badass, quoi. Ouais, et hors cliché. Exactement. Genre, ça pète la meuf. Bon, à part dans un peu de Fede Alvarez, la meuf torturée et tout ça. Il y a un côté torturé dans toutes, un peu, mais elles sont toutes un peu torturées, mais disons, on n'est pas vraiment dans ce cliché. Pas dans tout much, elles sont pas à se scarifier ou ce genre de choses. Elles ont du vécu, ce qui rajoute justement, je pense, à la combativité qu'elles ont. Exactement. Il y a un côté revanche sur la vie. Et ouais, en fait, c'est des madame tout le monde. Donc il y a ça qui est un peu kiffant, quoi. Ouais, ça casse un peu le truc. Principe de la Final Girl. Voilà, c'est ça. Imposé vraiment depuis les années 70. Ouais, depuis Alien. Même avant, depuis l'origine du slasher, oui, voilà, Massacre à la tronçonneuse. Même tu peux remonter dans les années 60 à Psychose. C'est vrai. Mais oui, c'est vraiment un principe qui marque le cinéma d'exploitation. Pardon. Pas de souci. Mais ouais, non, c'est vrai, vraiment, comme tu as dit, elle joue très bien. Et ouais, son personnage, du coup, est pas too much. Du coup, c'est ultra satisfaisant. Non, mais c'est vrai, c'est satisfaisant. Mais même, j'ai plus l'acteur. Celui qui était dans la série Mercredi. Oui, qui joue le beau-frère. Oui, bon, le père, même la grand-mère, la mère. Ouais, les acteurs, vraiment. Tous, franchement. Et même pareil, celle qui joue la petite copine du beau-frère. Autant, attention spoil, autant en version normale que possédée. Le fait de réussir à alterner déjà les deux, je trouve que ça montre que tu es un bon acteur. Enfin, que tu puisses faire un éventail comme ça, de passer de la personne toute gentille. Quand tu dis ça, je pense à l'actrice qui est dans Evil Dead Rise. Ah oui, elle est incroyable. Très très bonne. Elle est iconique. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin du générique pour voir la deuxième scène post-générique.
Bien évidemment. On l'a dit, parce que moi, je l'ai appris après la première fois, du coup, on l'a vu pareil, là, on l'a vu hier. Mais qui est assez brutal en plus, parce que ça n'hésite pas à tuer des gamins, quoi. Voilà. Là, vous avez vendu vous avez une petite pépite, là. Ça tue des animaux, ça tue des gamins, bah super. Voilà. Mais ouais. D'ailleurs, apparemment, il y a une hypothèse, parce que je sais que du coup, le prochain Evil Dead, ça sera Evil Dead Waf. Waf. C'est très compliqué, ça va être horrible à prononcer. Polaire en français. Ouais. Wrath. Mais qu'il y a un potentiel aussi, apparemment, Evil Dead Rise 2, parce que je sais que Lee Cronin, donc le réalisateur du Evil Dead Rise, qui est un amoureux de la franchise Evil Dead de Sam Raimi. Il a juste avoir son dernier film qui est un Evil Dead déguisé. Un Evil Dead égyptien. C'est vrai, oui, mais qui est excellent. Retour de la je sais pas s'il y a eu des... Retour de la momie. Ouais. Le réveil. Le réveil, pardon. Le réveil. Je sais pas s'il y a eu des trucs officiels ou pas, mais enfin, à la fin, c'est vraiment des dates. Hein. Tout le monde dit que c'était un Evil Dead déguisé. Il y a même des gens qui sont en mode, mais c'est pas un film Evil Dead. Les gens qui connaissent pas trop, ils pensaient que c'était. Moi, j'ai direct pensé à Evil Dead. Franchement, je l'ai vu. Moi, je me pose des questions sur est-ce que ce serait pas vraiment connecté, parce que peut-être qu'on va y venir après, mais des films d'horreur sont connectés à Evil Dead. Oui. Alors attention, je peux te faire une petite introduction. Oh yes. Le truc, c'est que l'univers Evil Dead, le Necronomicon, qui est donc le livre dans toute la saga Evil Dead, qui sert à réanimer les morts et à invoquer les démons, est tiré de l'œuvre d'un écrivain qui s'appelle Lovecraft, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Et dans le lore de Lovecraft, le Necronomicon a été découvert et écrit par des Arabes. Par normalement un personnage qui s'appelait l'Arabe fou, qui en fait avait des visions de créatures ancestrales et tout ça, et il a tout catalogué entre guillemets dans un bouquin qui est devenu le Necronomicon, avec des adeptes de sectes et tout ça. Donc ça serait logique que le réveil de la momie qui se passe en Égypte ait un lien avec le Necronomicon. Tu dis que le lore est tellement alors que non, ils vont nous dire vous faire enculer, ça n'a rien à voir. Il y a aucun lien, que vous nous emmerdez. Après, ce serait parce que du coup, peut-être qu'on peut en parler, ou tu veux qu'on en parle après de l'univers Evil Dead étendu. On peut en parler maintenant. Il y a pas de parce que ça, je trouve ça complètement fou. Mais c'est que dans le 9e opus de Vendredi 13, qui s'appelle Jason Goes to Hell, qui est sympa en plus à regarder parce que le principe est cool. Jason passe de corps en corps. Et en fait, on apprend que depuis le début, Jason a été ressuscité après s'être noyé enfant, donc par sa mère, grâce au Necronomicon. Et donc en fait, Jason est un Deadite. Oui. Et on le voit en fait le Necronomicon dans l'ancienne maison de la mère de Jason, et on voit donc les personnages essayer de détruire le Necronomicon. Et ça a été validé par sa famille. Et en fait, donc à la fin de ce 9e opus, on a la main de Freddy Krueger qui chope le masque de Jason pour faire le lien avec Freddy versus Jason, qui est sympa à regarder parce que c'est un film de combat entre Jason et Freddy. Oui, je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup pris au sérieux ce film, alors que vraiment, il prend ton cerveau, tu le mets. C'est même gens qui Jason X au sérieux. Ouais, mais voilà, c'est juste du kiff. Mais d'ailleurs, il y a eu un comics H. Oui, il allait avant. Et en fait, du coup, ce qui fait suite à Freddy versus Jason, c'est les fameux comics H versus Freddy versus Jason. Il y en a deux, t'as H versus Freddy versus Jason et t'as H versus Freddy versus Jason American Warriors. Un truc comme ça, c'est la suite du coup. Et où t'as H qui part à la recherche de Jason, parce que c'est un Deadite, il faut le tuer, quoi. Et alors après, je l'ai plus vraiment en tête, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je sais plus s'il fait alliance avec Freddy ou s'il tombe sur Freddy Krueger et donc ils s'affrontent aussi. Mais le comic, c'est complètement fou, quoi. Et les gens, j'ai vu, demandent une adaptation film de ce comics-là. En termes de film, il y a eu énormément de crossover. T'as eu H versus Krampus, du coup de la saga Krampus. Il s'est allié au personnage de Vampirella, qui est pareil, un comics qui date des années 60. Et il fait alliance aussi avec Hack and Slash, qui est aussi un comics vachement cool, qui parle de deux Final Girls, donc qui ont survécu à un tueur en série par un slasher. En fait, le comics commence là-dedans. Et donc, elle décide de partir à travers tous les États-Unis pour buter du serial killer. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de crossover avec dans cette série de comics. Elles ont affronté Chucky, elles ont affronté des grandes, je crois qu'elles ont affronté Hatchet aussi, de la saga Hatchet, et elles se sont alliées à Ash dans un épisode du coup comics. Donc c'est vrai que c'est un univers qui est vachement étendu, quoi. Mais ouais, le fantasme d'adapter Ash versus Jason versus Freddy. Mais ce serait Bruce Campbell du coup. Mais c'est malheureux. Ouais. Vu qu'il est malade et qu'il a dit j'ai raccroché, c'est fini pour moi les
les tronçonneuses. Il a dit quoi? Non, il a dit quoi exactement? Les chaînes et les. Il fait les chaînes de tronçonneuses et les fusils, un truc comme ça. Ou les Après, je pense cartouches qu'on comme peut ça. quand même, tu peux le voir pour un petit caméo. Il fait toujours un petit caméo. D'ailleurs, il y a, pour ceux qui voient qui est Bruce Campbell, qui est le héros de la trilogie originale, dans tous les films de Sam Raimi, il fait un caméo. Et dans tous les Evil Dead aussi. Et là, il apparaît à un moment. On vous dit pas où, comme ça vous chercherez si vous voyez le film. Mais d'ailleurs, est-ce que Mais il peut-être apparaît. qu'on peut en parler, parce que moi, c'est une grande question et je sais qu'on s'est posé la même question du film, notamment au lien de parenté entre donc Ash et la famille. Parce que en tout cas, moi, au premier visionnage, j'étais persuadé que c'était la famille de Ash, parce qu'il parle du grand-père, il y a les incantations, les bouquins, tu vois la photo. Mais c'est vrai que quand on l'a revu une deuxième fois, on a remarqué que le bouquin, c'est Benjamin quelque chose. Et on s'est dit peut-être qu'en fait, c'est juste des caméos, quoi. Enfin, c'est juste pour faire le caméo. Et du coup, ça me perturbe un peu au niveau de la narration, parce que je me dis... Et sachant que le nom de la famille, du côté... Alors, il faut savoir, voilà, dans l'histoire, parce qu'il faut du coup expliquer le contexte. Ouais. Le grand-père de cette famille-là, de la famille principale d'Evil Dead Burn, était archéologue et il faisait des recherches sur les démons et compagnie, enfin surtout le tintouin Evil Dead pour ceux qui connaissent le lore. Et sa fille, du coup, la mère de la famille, il a disparu du jour au lendemain. La grand-mère est tombée dans la folie après tout ça. Et du coup, elle a décidé de bazarder toutes les affaires en léguant la maison à son plus jeune fils. Et il a jamais bazardé les affaires. Du coup, elle pète un peu un câble en mode dégage-moi toutes les merdes de ton grand-père, il a apporté que le malheur. Et du coup, il y a ce rapport-là en mode c'est en lien avec tous les autres Evil Dead parce qu'il y a un archéologue et il y a tout. Enfin, il est lié au lore Evil Dead avec tout ça. Mais à aucun moment, le nom de jeune fille de la mère est dit. On ne sait pas quel est son nom de famille. On sait que c'est Price, son nom de marié, du côté de son mari. Mais à aucun moment c'est précisé. Et du coup, il y a des théories comme quoi il y aura un lien. Et j'ai vu des gens sur Internet qui pensent qu'elle est... mais ça, chronologiquement, ça le fait pas, mais qu'elle est la fille de l'archéologue des premiers films. Celui qui laisse sa bande dans la cabane. Que ce serait la fille qu'on voit. Deuxième? Ouais, qu'on voit aussi dans le deuxième. Que ce serait sa fin. Parce que c'est vrai qu'en plus, physiquement, ça colle. Voilà. Ouais. Mais niveau timeline, je suis pas sûr que ça corresponde. Parce qu'en plus, t'as encore la grand-mère, donc ça serait Henrietta. Ouais, voilà. Qui est déjà possédée. Dans le 2, il y a pas grand monde qui survit aussi, quoi. Ouais. Donc, elle survit. Ah. Pourtant, j'ai vu il y a pas longtemps, mais je m'en souviens plus, tu vois. Donc, mais elle survit, ou alors c'est peut-être parce que je sais que dans les comics, Ash revient à la fin du 2 et après ils ont toute une histoire ensemble. Ah. Mais voilà. Donc c'est un peu un micmac. Surtout que oui, elle, la grand-mère, pour le coup, elle est vraiment morte, quoi. Ah, oui. Au début du film. Oui. Donc même apparemment aussi ce que j'avais lu, c'est que le grand-père, ça serait peut-être le grand-père, celui que tu vois au début de Evil Dead de 2013. Ah. Tu vois et que parce que en fait apparemment quand Alice découvre du coup le carnet, c'est pas le livre des morts, c'est pas le Necronomicon, c'est un carnet avec quelques feuilles du coup du Necronomicon, il est dur à apprendre ce mot, du Evil Dead de 2013. Ok, intéressant. Donc il pourrait y avoir un lien, mais de toute façon c'est toujours des hypothèses, mais c'est ça qui est beau que je trouve super bien. C'est ça qui est cool avec les sagas, c'est avec ce genre de franchise-là. Ouais. Donc on attend une affirmation ou l'inverse de Sam Raimi ou de Sébastien Vanitschek. Sébastien Vanitschek, si un jour tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à nous envoyer un message, on veut une réponse. Est-ce que c'est la famille Williams ou pas? Voilà, c'est tout ce qu'on veut, on veut savoir. Ou même un lien de parenté, pas forcément la même famille, mais un lien de parenté ou... Voilà, on veut des réponses. Donnez-nous des réponses. Parce qu'en plus, je trouve que ça collerait bien avec ce qu'ils ont essayé de faire dans la trilogie originelle, c'est-à-dire ne pas construire Ash Williams comme un héros ordinaire. C'est vraiment... C'est un anti-héros. C'est un anti-héros dans le sens où il est... c'est un peu un bouffon, quoi. Et encore plus dans la série, parce que pour les gens, si vous ne savez pas, il y a une série qui se passe entre... post 3, parce qu'en fait, il est en lien avec la première trilogie et il apporte quand même des pierres à l'édifice aux films récents. Mais elle n'est pas indispensable pour comprendre les films récents. Mais il y a une série qui s'appelle Ash vs Evil Dead qui a 3 saisons, je crois, 3 ou 4 saisons sont actifs, qui est très cool. Et dedans, Ash, c'est vraiment un sac à merde et c'est vraiment que dans la dernière... Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, mais justement, moi j'adore. Et encore pas totalement, mais dans la dernière saison, oui, il commence à se remettre en question. Mais dans la dernière saison, il a 60 balais et que... Mais du coup, et pas totalement, quoi. Mais... Je trouve que ça colle bien avec cette histoire-là, en sachant que du coup, dans Evil Dead Burn, c'est expliqué que le grand-père, il a peu abandonné sa famille pour partir à la recherche des Deadites. Donc je me dis que ça collerait bien. Et puis du coup, ça rajouterait aussi à ce côté de héros qui n'est pas ordinaire. Parce que du coup, ça voudrait dire que
le fait qu'il a abandonné sa famille est complètement dysfonctionnelle, puisque tu as le fils qui est ultra violent. T'as le gendre du coup du grand-père qui est aussi problématique. Ouais. Oui, voilà, oui, et que du coup, la mère, ouais. Et puis t'as toute cette question autour de du schéma traditionnel de la famille hétéronormative aussi, qui est assez remis en question dans le film, qui est super intéressant comme symbolique. On en a parlé, voilà, autour des violences conjugales, même autour la de place l'emprise du mariage, psychologique, plein de choses. Ouais. Et donc du coup, je trouve que ça collerait en tout cas avec ce qui a été fait autour du personnage de H. Ouais. Que ce soit sa famille. Mais bon, c'est que des théories. C'est des théories. C'est des théories. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des théories sur ça, si vous l'avez vu le film. Faites des stats, s'il vous plaît. Mais ouais, quoi dire d'autre sur Burn, si on doit revenir sur Burn. Bah, apparemment, j'ai vu que, pareil, c'est aussi des théories, dans la série H versus Evil Dead, quand t'as H qui est dans le tank et qui pour tuer, tu sais, le gros monstre avec la dague, bah, cette dague-là, ça serait la dague dans c'est totalement celle-là. Et c'est totalement celle-là. C'est totalement celle-là. Et en fait, mais ça, c'est fou par contre, de faire justement un lien avec la série. Je trouve ça. Avec le clin d'œil de la dague sert à rien, ce qui est normal, vu que dans la série, on apprend que la dague sert que pour le gros démon et détruire le Necronomicon. Ouais. C'est une dague normale contre un être humain ou un Deadite normal. Ouais. Elle est spécifique. Donc c'est vrai qu'il y a ce lien-là aussi qui est fait avec la série, avec la dague. Ouais, mais moi, je trouve ça incroyable. C'est Ouais. tellement bien fait en termes, scénaristiquement, en termes d'écriture. Je trouve ça. Ils avaient dit, Florent Bernard et Sébastien Litchek, ils ont dit on a mis des clins d'œil, mais on voulait pas que ce soit des clins d'œil en mode regardez, regardez, on l'a mis là. C'est vraiment des clins d'œil disséminés, légers et sans too much, quoi. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas tu peux la série ou les autres film, films, en vrai, si vous le prenez comme ça, le film, sans connaître la saga, ça passe. Oui, bien sûr. Ça passe vraiment tranquille. Hein. Même le début qui fait suite directe à Rise, enfin en tout cas au début de Rise avec le lac. Même si t'as pas vu Rise, c'est pas bien grave. Mais super, par contre, si tu as vu Rise, c'est hyper efficace, quoi. Je pense que l'ambiance hyper poisseuse avec tout le design sonore de la pluie et puis toute la colorimétrie assez grise, assez cauchemar à filmer aussi. Hein, il a dit les scènes sous-marines, il a dit c'est compliqué. Les scènes dans la flotte. C'est vrai que la scène d'intro, elle est quand même incroyable. D'ailleurs, en plus, l'actrice qui fait le Deadite, c'est pas la même actrice dans oui, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, après, vu qu'elle est maquillée, tu remarques pas. Ouais, parce que tu t'en fous. Tu vois, c'est clair. Mais ouais, cette scène d'intro, jusque elle se fait écraser par là. Tu vois, ça aussi. Même du coup, très l'ironie irrévérencieuse où t'as sa tête qui se décapite petit à petit alors qu'elle appelle à l'aide. Et au final, quand sa tête se fait décapiter, c'est là que, ou alors c'est juste avant, mais c'est là que du coup, elle insulte le gendre. Et... Ah, ça attaque déjà pendant la décapitation. Ça attaque déjà. Ouais, elle est en train de mais tu vois sa tête ses grands morts pendant que la tête se décroche. Et c'est filmé en gros plan. C'est pour ça que je vous ai dit, les gros plans sont assez vénères parce que c'est filmé en gros plan la tête qui se décroche petit à petit. Donc, mais ouais. C'est une scène de zinzin. Ouais, elle évoque après les démons. Oui. D'ailleurs, ça c'était fou parce que je me dis, du coup, on a un Deadite qui peut aussi invoquer. Qui est je pense que de base, c'est du coup la curiosité humaine, le fait d'être curieux de lire le livre et que ça soit un humain qui invoque du coup les démons. Mais je trouve ça cool que du coup, ça soit des démons qui aussi invoquent les autres démons. Qui invoque aussi les autres démons. Oui. Et ce qui fait logique, parce qu'il y a un système de caste, ça on l'apprend plus dans la série, c'est pareil, il y a un système de caste de démons et tout ça, on apprend beaucoup plus à ce niveau-là dans le lore. L'avantage des séries, c'est que tu peux développer un lore du coup avec la série. Et je trouve ça logique qu'il y ait des Deadites qui ont d'autres pouvoirs, qui soient plus puissants que d'autres et tout ça, ça fait sens. Ça fait totalement sens. Donc oui, le film s'appelle Burn parce qu'il y a des Deadites qui contrôlent le feu, tout simplement, qui ont cette capacité de contrôler les flammes. Quoi. Voilà, spoiler. Vous qui n'en avez pas un, vu qu'on voit dès le début du film. La BO aussi, on peut parler de la BO, qui est très cool. Ah oui. Cocorico, comme diraient les ringards. Beaucoup de sons français ou francophones, et ça fait plaisir. D'ailleurs, qui est celui qui a la BO de Vermine, celui qui a fait la BO de... Ouais, c'est double chance, un truc comme ça, non? Double danger, je crois. Double danger, peut-être. Oui. On est désolé, hein. C'est pareil, s'il passe par là ou si vous connaissez, on est désolé d'avoir... Non, mais la BO est incroyable. Ouais. il a gardé aussi son compositeur. Donc, générique de fin, en plus, il a pris une petite rappeuse pas très connue, elle vient d'exploser grâce à ça. Ouais, que j'adore.
Je fais Ouais. que de l'écouter en boucle. Et pareil, la scène de la boîte, la musique qu'il y a, c'est 2 rappeurs que j'aime beaucoup qui s'appellent Joey Valence et Bray. Ah, la transition accident de voiture, Avec gros ce plan toi quoi. Ah mais voilà, alors cette scène voilà, est géniale. Mais voilà, la chanson qu'on entend, c'est un duo de rappeurs que j'aime beaucoup ils commencent à exploser, ça y est, mais je les suis depuis des années et c'est des petits, ils s'autoproduisent et tout ça. Ils sont vraiment indépendants et voilà, ça fait plaisir de les voir dans un film, dans un gros film comme ça, j'étais très content de les entendre. Et puis du Charles Aznavour aussi. Du Charles Aznavour, du Jacques Brel, de la belle musique française. Non mais c'est vrai, hein. Ouais. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Du bon rap US aussi, parce que le montage et la scène du crématorium, Ouais. le moment où le cercueil part, Oui. dans le montage avec la musique rap, j'ai trouvé ça génial. Enfin, je sais pas, j'ai kiffé ce moment, il pourrait faire avec les vidéos, Sébastien Hitchcock. Non, mais vraiment, hein, il pourrait. Mais voilà, ouais, la BO, bien française et on y revient, je trouve ça très cool de la part des studios d'avoir laissé carte blanche à Sébastien Hitchcock de mettre sa French touch, dans le film, quoi. C'est ultra Et satisfaisant. justement, pour parler de ça, je trouve que on parlait de la franchise Evil Dead, je trouve que c'est une des seules franchises horrifiques qui est toujours restée constant. Ouais. Tu vois, contrairement à d'autres franchises, Scream, qui Voilà, Ouais, faut pas en je vais parler. pas en parler, sinon je vais être de mauvaise humeur, mais qui font n'importe quoi. Même t'as d'autres franchises comme Massacre entre Sons ou quoi, qui ont fait des films parfois un peu nuls. Oh le dernier en date. D'ailleurs, Oui, c'est celui de Netflix qui est. celui de. Non, c'est celui-ci, celui d'Alvarez. Oh la vache, oui! Attendez, Attends, de Massacre à la tronçonneuse? Non, j'en ai marre. pas Alvarez, il a fait Alien Romulus qui était pas dingue. Oui, Faut dire ce qui est. mais je crois qu'il. Ça va, j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur, mais. La deuxième partie est beaucoup trop référencée Oui, et oui, le fait d'avoir c'est pour ça, 14 000 aliens, je suis d'accord avec toi. Ouais. tout repose sur le fait d'avoir un alien justement et de pas savoir où il Mm. est, c'est ça qui fait tout le charme de la saga, quoi. Je vais vérifier pour pas dire la connerie. On essaie de meubler là, il est en train de chercher. Ah non, c'est David Blue Garcia, pardon, excusez-moi. Le dernier de Netflix là, Ouais, qui est nul à chier. qui est absolument nul. Qui était censé être du coup une suite du premier, de l'original, non? Oui, parce que t'as le Enfin, la retour du tagline. personnage. Alors, c'est pas le retour de l'actrice. L'actrice revient dans celui de 2013, mais pour faire un autre personnage. Celle qui fait donc Sally C'est un micmac. Hardesty. Et là, du coup, le personnage de Sally Hardesty revient, mais c'est plus la même actrice. Ouais. Mais oui, son personnage revient pour en plus. J'avais spoil, mais son personnage est un peu. Enfin, ça dénature vraiment tout le personnage du premier. Je suis un grand amoureux de Massacre à la tronçonneuse, donc j'étais vraiment déçu de. Mais un jour, je pense qu'on fera un hors-série, on racontera tous les micmacs des sagas de films Ah d'horreur, ouais. parce que c'est un bordel monstre niveau licence et compagnie, et j'en passe, et réalisateurs et personnages. Ouais. C'est un bordel sans nom. Et du coup, par rapport à Evil Dead, la franchise, je trouve que les 6 films, ils sont tous très bons. Ouais. Il y en a jamais un où tu dis celui-là, c'est un beat total. Et tu vois, tu as la franchise de Sam Raimi qui, les 3 sont tous différents en termes de mise en scène, d'innovation. Tu vois que Sam Raimi, il est Pareil, haut, un technicien, un débrouillard. c'est exactement, tu vois qu'il est au top de son inventivité. Mm. Et puis ensuite, tu as eu celui de Fede Alvarez, Lee Cronin et Sébastien Vanissek, qui sont des jeunes réalisateurs. Ouais, Même c'est vrai si Fede Alvarez a un petit peu plus percé maintenant. à ce moment-là. Mais à ce moment-là, il était connu, il n'était pas du tout connu, il était très jeune. Lee Cronin, pareil. Lee Cronin, il est jeune, tu vois, c'est des futurs grands monstres de l'horreur. C'est très très cool. Et même les 3 films, ils sont tous différents en termes de mise en scène, même s'ils ont tous gardé l'ADN, l'âme de Evil Dead, mais c'est mis en scène, c'est mis en scène de manière très différente, ce que j'aime beaucoup. Et même le prochain Evil Dead aussi, c'est réalisé par un jeune réal qui s'appelle Francis Galupi, qui est réalisateur de Last Stop in Yuma Country. Voilà, Et donc pareil, un film à son actif. c'est ça, qui est en plus un réalisateur, pour ceux qui connaissent pas, son style, c'est un réalisateur qui est très tarantinoïen. Et donc, imagine un Evil Dead tarantinesque qui se passe dans les années 70. Moi, c'est oui. Enfin, voilà, dès qu'il y a Evil Dead, moi, c'est oui. Mais donc, mais tu vois, c'est toujours, ça innove, et je trouve ça cool. Il donne énormément de liberté. Et d'ailleurs, c'est un des seuls studios de production qui ont compris, en fait. Ouais, mais ça lui tient à cœur, hein. Justement, c'était dit dans une interview, comment dire? Il veut laisser une liberté et il est toujours OK, avec ça et en fait, justement, Sébastien Vanissek disait dans la dernière interview que j'écoutais lui: «Oui, je suis fan de ce réalisateur, oui, j'en parle beaucoup». Mais voilà, ce mec est très, inspirant, donc forcément, lui et Florent Bernard sont très inspirants et il disait, quand il a été appelé par pas mal de studios américains après Vermine pour réaliser des films, il a eu plein de suggestions de contrats et tout ça
Et il a rencontré quelques agents, 3-4 agents, et il leur a dit ce serait quoi le meilleur, on va dire le meilleur scénario pour avoir une entrée tranquille et faire ce que je veux à Hollywood. Ils ont fait franchement, si tu veux être tranquille, les 4 agents lui ont dit ça. Travailler avec Sam Raimi. Ils ont fait mais c'est une chance infime. Ils ont dit ça arrivera jamais. Et il a dit, et à ce moment-là, ce qu'il savait pas, c'est qu'on avait déjà la proposition pour le prochain Evil Dead. Sa boîte de prod nous avait déjà envoyé la suggestion. Et tous les agents lui ont dit, si tu veux être tranquille, Sam Raimi. Sam Raimi, il est à la cool, il te laisse faire ce que tu veux, et c'est lui qui a le dernier mot à chaque fois. Donc en vrai, si tu l'as dans la poche, t'es tranquille. Parce que quand tu vois un peu la manière dont il parle, lui, du cinéma, Sam Raimi, tu sens que il est pas, c'est pas un technicien dans le sens où c'est pas un yes man, quoi. Oui, C'est pas devenu déjà un réalisateur de studio, tu vois, ses films sont quand même assez personnels dans son style. Ouais. Et lui, quand tu l'écoutes parler de la manière dont il réalise un film, ou alors quand t'écoutes les échos de tournage et tout, en fait, tu vois, tu te rends compte, c'est un mec qui fonctionne à l'instinct et qui fonctionne pas du tout comme un réalisateur est censé fonctionner, quoi. Ouais, bien sûr. Genre, par exemple, t'as des échos du deuxième Evil Dead, où les tournages, le mec, il faisait 10, 11 prises, alors que les pellicules, elles sont pas infinies, ça coûtait super cher. Et le mec, tant qu'il avait pas son truc, il le faisait quand même. Et on lui disait, non, mais ça, c'est impossible à faire. Il voulait le faire quand même. Bruce Campbell, il a été, heureusement que c'est son pote, mais il a été brutalisé physiquement sur de nombreuses scènes. Oui. Même il est parti aussi à l'hôpital une fois pour l'Armée des Ténèbres. Ah ouais, putain. Ouais, il y avait une scène où il s'était blessé, je crois, vers la mâchoire, et il avait une énorme coupure. Ah putain. Et du coup, il allait à l'hôpital avec ses habits du Moyen Âge. Et d'ailleurs, le médecin, quand il l'a vu, il a dit, mais c'est laquelle la blessure? Parce qu'il il a dit, mais c'est laquelle la blessure? Je sais pas laquelle c'est, tu vois. Et ça, c'était très marrant. Ouais, mais et vraiment quand tu le vois, ouais, c'est pas un cinéaste. Alors je sais pas du tout parce que là c'est les échos d'Evil Dead, donc c'est vrai que c'est des productions en plus. Voilà, le 2, le 3, ça reste quand même aussi une production studio, mais t'as le premier et le deuxième, c'est des productions quasiment indépendantes. Après voilà, j'ai pas d'écho sur par exemple les Spider-Man ou Doctor Strange Multiverse of Madness, où c'est des films vraiment de gros studios, quoi. Ouais, mais comme un truc, je sais pas, ils sont uniques. Mais je sais qu'il continue à travailler avec ses frères sur les Spider-Man. T'as aussi Scott Spiegel qui est venu l'aider. T'avais Ivan Raimi, son grand frère, qui l'aide au scénario depuis l'Armée des Ténèbres et Darkman. Ted Raimi aussi qui fait pas mal de petits. Ted Raimi, ouais, mais iconique Ted Raimi. Et d'ailleurs, petite anecdote. Ah. Oh yes. Du coup, s'il y en a qui sont curieux et qui connaissent la série Creepshow, qui est supervisé par Greg Nicotero. Deuxième anecdote dans l'anecdote, très rapide. Greg Nicotero avec Howard Berger et Robert Kurtzman qui ont lancé donc la société KNB Effect, qui est une société d'effets spéciaux hyper connue. Enfin, en tout cas, les trois bonhommes ont fait un nombre incalculable de films d'horreur hyper cultes. Et donc, ils travaillent sur les effets spéciaux d'Evil Dead depuis le deuxième. Donc, du coup, Greg Nicotero a créé cette série Creepshow, qui en gros consiste à plein de mini-épisodes qui ne sont pas connectés entre eux, ne serait-ce que par le narrateur qui reprend un petit peu le principe de Tales from the Crypt ou de Twilight Zone, avec donc le narrateur qui vient introduire les histoires, qu'il a une sorte de goule capuchonné. Très proche de, en vrai, Tales from the Crypt, quoi. Ouais, grave. Et donc, il y a un épisode dans cette série, je crois que c'est dans la saison 2, où on a Ted Raimi, qui vient sur un plateau de tournage dans les années 80 pour parler d'Evil Dead, en disant que son frère Sam Raimi avait rien inventé, qu'en fait le Necronomicon existait vraiment, il l'avait juste retrouvé dans leur grenier, un truc comme ça. Et il lit une incantation en direct à la télé, et ça fait un peu le principe de Last Night with the Diva, où en fait du coup tout le plateau télé et tout l'immeuble du coup du plateau télé se retrouve du coup des présentateurs se retrouvent possédés, et donc t'as des deadites qui commencent à foutre le bordel. Et c'est une présentatrice non, c'est une membre de l'équipe technique qui s'allie avec un présentateur, je sais plus son nom, c'était un mec qui peignait, qui est hyper connu. Bob Ross. C'est un mec qui pastiche Bob Ross, du coup, qui va affronter les Deadites avec du coup, la membre de l'équipe. Et donc, du coup, t'as Ted Raimi qui joue un peu son propre rôle et qui se parodie aussi. Et donc, t'as le Necronomicon, et les Deadites ressemblent du coup aux Deadites du deuxième et de Army of Darkness, quoi. Et c'est un bel hommage, ça dure 50 minutes et l'épisode est complètement dingue.
Mais d'ailleurs, il faut dire aux gens, Ted Raimi, vous l'avez sûrement vu. Si vous aimez le cinéma d'horreur, vous l'avez vu au moins une fois, c'est clair. Ouais, c'est clair. Regardez sur Google qui c'est, mais vous l'avez forcément vu passer une fois. Même dans Spider-Man, de toute façon. Oui, dans Spider-Man. Rien que ça. Mais même, t'as le film Intruder de Scott Spiegel, du coup, qui est le co-scénariste de Evil Dead 2. Donc dans ce film Intruder, t'as Sam Raimi et Ted Raimi qui jouent dedans. Sam Raimi fait un rôle important, je crois, dans le film. C'est rare en plus qu'il joue. Ouais. Et Ted Raimi, lui, et donc du coup, t'as Howard Berger, Greg Nicotero et Robert Kurtzman qui font les effets spéciaux. C'est un film super gore où en gros ils sont dans. En fait, c'est des employés qui sont forcés par leur patron de rester dans un centre commercial parce que c'est les vacances de Noël. Et eux, ils en ont marre. Et en fait, il y a un tueur qui s'introduit dans le centre commercial et qui les tue un par un. Enfin, c'est un slasher, quoi, hyper gore. Et donc, dedans, t'as Sam Raimi, Ted Raimi, et t'as Bruce Campbell qui fait un flic qui arrive en caméo parce que voilà, bah, c'est la bande, quoi. Ouais. Et c'est un film vraiment cool aussi à regarder. Ok. C'est une bobine un peu gore sympa. Ouais, une petite reco pour tout le monde. Reco de Flo. La reco de Flo. On va refaire un nouveau jingle. Oh. Il y a la section reco à la fin, c'est bon. C'est super. Mais ouais, quoi d'autre? On a réussi à pas trop spoiler, ça c'est beau quand même. Oui, c'est vrai. C'est plutôt propre. Mis à part la mort du chien. C'est vrai. Parce que voilà, les animaux. Non, c'est On la est limite, avec les animaux. c'est la limite. Et d'ailleurs, je crois que aussi celui qui avait fait les effets spéciaux d'Evil Dead 2, c'était celui qui avait fait les effets spéciaux de le retour de La Revanche de Freddy, le 2e opus. Oui. Ouais, parce que j'avais vu une vidéo où du coup, il avait adoré le Evil Dead de Sam Raimi et je crois qu'il lui avait envoyé son CV et pour travailler avec lui, ce qui est fou. Et quand Sam Raimi, il a vu son CV et qu'il a su qu'il avait travaillé pour La Revanche de Freddy, il a fait ah oui, je prends direct quoi. C'est Mark Shostrom, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je me souviens plus de son nom. Mais ça aussi, c'est fou. C'est un gars qui fait un travail exceptionnel, quoi. Ouais. Mais même, t'avais, il me semble que c'est James Cameron qui est fan aussi et qui est allé le voir plusieurs fois. Et bah ouais, Stephen King, comme on disait, pareil, qui a adoubé le film. C'est complètement fou. Et c'est vrai que c'est un film qui est novateur dans le paysage de l'horreur sur À les l'époque, années 80. surtout que c'est une bande de jeunes sans moyens, quoi. Ouais, et t'as pas l'impression quand tu le regardes que c'est sans moyens. C'est ça. Et moi, je le trouve encore incroyable. Il y a des effets. J'ai l'impression, en fait, pour moi, il a pas vieilli. Ouais. Quand tu le vois. Il y a des effets. Moi, je sais qu'il y a un effet de pourrissement du corps, il me fascine. Exactement. Quand il y a le corps qui fond en avance rapide, il est fou. Même le moment où t'as le pied qui nécrose. Ouais. Ça pareil, en stop motion, c'est complètement. C'est totalement. Même les maquillages, avec le peu de moyens qu'ils avaient, enfin, je trouve ça ouf. Ouais. Les acteurs se donnent tous à fond, enfin, je sais pas. Je comprends mieux pourquoi il a pris Sébastien Milicek, en fait, ça fait sens. Hein. Bien sûr. On est vraiment dans le même esprit, dans la même. Evil Dead 1, c'est un film. La même vibe, hein. Ouais. C'est clair. Vraiment la même vibe. Mais est-ce qu'on peut parler aussi du 2? On peut parler du 2, bien sûr qu'on peut parler du 2, c'est le meilleur. Parce que en fait, pour moi, c'est le meilleur parce que, déjà, en termes d'innovation, c'est vrai qu'à chaque fois, quand il y a une suite, en général, la suite est très mauvaise parce que ils veulent toujours essayer de recopier, faire un copier-coller du 1. Ou de faire mieux. Mais trop et trop vite surtout. Ouais. Là, je crois qu'il est sorti en 87, peut-être 6 ans après. 82 le premier, ouais, c'est ça, je crois, 87 le 2, ouais. Déjà, c'est là où tu vois que Sam Raimi, il est au top de sa créativité. Et justement, faire un Evil Dead qui mélange humour et horreur, je trouve ça très fort. Aussi, il faut préciser, un résumé du 1. Aussi. La première partie du film est un résumé du 1 parce que, attention, comme j'ai dit qu'il va falloir qu'on fasse un hors-série sur les histoires de droits de films. Entre le 1 et le 2, les droits ont changé de studio du film. Ce qui fait que Sam Raimi s'est retrouvé dans la merde quand il a voulu faire le 2, parce que l'autre boîte ne voulait pas lui céder les droits pour le premier film. Et du coup, ils se sont dit, comment on va faire pour que les gens comprennent, parce que ça va être la merde si on fait un 2 alors qu'on n'a pas le 1 avec tout ça. Ouais, qu'on n'a pas les images du 1. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Toute la première partie du film, c'est un résumé du 1 en accéléré. Ouais. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et t'as la même chose dans le 3. T'as un résumé du 2. Au début, mais qui est plus explicite. Beaucoup plus, ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'aussi au niveau des droits, et c'est pour ça d'ailleurs que dans Army of Darkness, t'as 2 fins. T'as la fin du coup que Sam Raimi voulait avec le réveil dans l'univers post-apocalyptique, et t'as la fin dans le supermarché là. Voilà. Et en fait, cette fin a été tournée parce que le film a mis des mois à sortir, à être exploité en tout cas au cinéma, parce que Dino De Laurentiis,
avait en gros été en conflit avec Universal par rapport au droit de Le Silence des agneaux donc pour sa potentielle suite sur Hannibal Lecter. Et comme Dino De Laurentiis produisait aussi Evil Dead, c'est-à-dire que cette production a été mise en pause, donc Army of Darkness, à cause d'Hannibal Lecter, le temps que ça se règle avec Universal, parce que Universal distribuait Army of Darkness. Et entre-temps, du coup, on lui a demandé de changer la fin, Sam Raimi, parce que les studios la trouvaient trop pessimiste. Les histoires de droit. Hein, mais je trouve ça dingue que du coup ce soit pas du tout lié à la production du film, quoi. C'est vraiment. Alors, Army of Darkness, j'avais vu que c'était une production pareil assez casse-couille. Mais là, du coup, pour le coup, ça concernait pas du tout le film, quoi. Et c'est fou. Ouais, non, mais c'est incroyable. Mais d'ailleurs, par rapport à Army of Darkness, un truc que j'avais vu aussi et que je trouve complètement fou, c'est, je sais pas si vous voyez ce qu'ils ont construit, notamment pour la série The Mandalorian, donc avec le dôme et les écrans LED pour faire les arrière-plans. Dans Army of Darkness, c'était une technologie qui était déjà utilisée par une société de production. C'était Introvision ou me regarde pas, je peux pas t'aider. Alors, je crois que c'est Introvision, le nom. Alors, elle a duré 5 ans parce qu'après, ils n'ont pas survécu à l'arrivée de la CGI numérique. Ouais. Et en fait, ce qu'ils proposaient, c'était que les effets d'arrière-plan étaient tournés à l'avance. Ensuite, ils étaient projetés, du coup, en arrière-plan avec une bobine. Et donc, ils reconstruisaient le décor pour faire le premier plan. Et donc, pour créer un effet de profondeur et ne pas utiliser le matte painting. Qui était donc vachement utilisé à l'époque, et c'était assez novateur, quoi. Mais en vrai, donc c'est complètement fou. Moi, je l'avais pas du tout ressenti dans le film, ce côté-là d'effet de profondeur. Même si Bruce Campbell a dit que c'était qu'il avait kiffé le faire, mais que c'était une des pires expériences et qu'il la referait plus. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, il disait, on jouait plus, en fait, on était devenu genre, il fallait qu'il se place à tel moment, faire tel mouvement à tel moment, à la seconde près, parce que t'as un squelette qui arrivait en arrière-plan, ou alors que t'as un effet de décor qui tombe, et sauf que du coup, la réaction devait du coup se faire dans la seconde près, alors que physiquement, c'était pas possible. Mais c'est vrai que ça rajoute un côté beaucoup plus crédible que sur fond bleu à l'époque, où les effets CGI n'étaient pas aussi précis que maintenant, quoi. Mais ouais, ce que je trouve fou, c'est que c'est une technologie qui a été refaite beaucoup plus tard pour la série de Mandalorian et pour les remakes live action du Roi Lion, les plein de trucs. Ouais. Et c'est vrai que le dôme est vachement utilisé maintenant. Mais donc, Army of Darkness a expérimenté aussi cette technologie-là déjà à l'époque, quoi. Il t'a court-circuité sur le 2, du coup. C'est moche, hein. Ah, pardon, oui, on parlait non, mais c'était très intéressant. Mais oui, pour en revenir au 2. Je suis désolé. Non, avec plaisir. Je disais que c'était mon préféré parce que justement, ça mélange cet humour et cette horreur. Et forcément, deux genres qui sont très éloignés, mais qui, je trouve, sont intimement liés d'un côté. Et parce que je trouve que c'est très compliqué de réaliser le genre comique. C'est un genre qui est très compliqué à réaliser, à écrire, à mettre en scène, même à jouer aussi. Et justement, dans ces Evil Dead, tout est parfait parce que tout est une question de rythme dans la comédie. Et tout est bien rythmé, c'est bien joué. Même une scène qui est iconique, mais tu vois, quand Bruce Campbell se bat avec sa main, c'est burlesque, mais il le fait tellement bien. Mais en fait, et c'est pour ça que tout est parfait dans ce film. C'est sérieux, entre guillemets. C'est assumé, tu vois. Ouais. C'est assumé. Et c'est ça aussi, et tu le ressens. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, c'est mon préféré, et qui c'est un peu, j'imagine, le préféré de tout le monde, mais pour moi, Evil Dead 2, il est parfait. Et c'est parce qu'il a tellement de... Oui, je sais que c'est l'armée des ténèbres. C'est l'unpopular opinion autour de cette table. Même, il y a des plans de zinzin dans le 2, enfin oui, à côté. Mais du coup, le côté humour sérieux, entre guillemets, on le retrouve dans le Burn une fois de plus. C'est ça. C'est le même état d'esprit. Parce que dans le 2, il y a des scènes, même les répliques de H, mais en fait, il est sérieux quand il le dit. C'est ça. Genre, c'est son personnage, il est comme ça. C'est un beauf, en fait. Faut dire ce qu'il est. En fait, H est un beauf. Quand il dit ses répliques, il le pense. Tu vois, c'est pour ça que ça marche. Même la scène dans le 2 du striptease de Linda,
Oui. Qui du coup est un cadavre complètement décharné, sans tête. La scène est burlesque, mais en même temps, quand tu vois l'effet visuel en stop motion du cadavre décharné, c'est assez saisissant, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que ça te crée ce décalage-là que tu peux retrouver aussi dans Burn, comme on disait, avec cet humour un peu méta, où Avec t'as l'impression qu'il y a un truc qui va arriver. Et que La ça grand-mère arrive qui se retrouve attachée à son stana et qui se descend. découpe la jambe. Qui descend tout doucement les escaliers. Et en fait, il y a un plan vraiment de 5 secondes. On voit juste la grand-mère possédée, du coup, qui fixe Alice, l'héroïne, et qui descend avec son stana tout doucement, et elle la fixe. Sauf qu'en plus, c'est tellement silencieux et ça arrive après une scène qui est physiquement très dure à regarder. Et du coup, t'es obligé de te marrer. Enfin, moi, j'ai rigolé. Mais en même temps, tu vois, c'est pas si drôle que ça, quoi. T'es en mode, ouah, c'est tendu, tu vois, la tension. Le regard, c'est vraiment en mode, je vais te choper, je vais te bousiller. Donc, il y a ça. Et David Marseille dans le Palmacho. Voilà. Pour ceux qui connaissent, tu savais que j'allais sortir. C'est le sketch du Palmacho avec les fauteuils Stana. Où en fait, t'as une fausse pub Stana où il monte les escaliers et la pub dure 3 minutes et c'est juste David Marseille déguisé en vieux qui fixe la caméra et qui monte sur son Stana. Voilà. Si vous l'avez jamais vu, regardez là. Je mettrai le lien. Je sais pas si je peux mettre le lien ou quoi. Je me démerderai pour mettre le lien. Je le mettrai en story ou quoi au pire. Mais faut voir cette pub qui est hilarante. Oui. C'est con mais c'est hilarant. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça, cette scène-là. Je pense peut-être le côté Florent Bernard, qui n'était pas le Palmacho. Il y a peut-être un lien, mais voilà. Et du coup, on peut basculer sur le 3, vu que tu nous emmerdes avec ton 3. Si tu veux. Moi, j'adore le 3 parce que c'est de la dark fantasy et je trouve que la dark fantasy, c'est un genre qui s'est complètement perdu. Non, ça c'est bien vrai. Je suis d'accord. Et même tout le côté hommage à Ray Harryhausen, l'armée des squelettes en stop motion. Même t'avais, du coup, j'avais vu, en fait, ils portaient un sac à dos. Et en fait, ils animaient les squelettes, ils étaient dans des tranchées, et donc du coup, les squelettes étaient animés en live, quoi. T'as tout ce côté-là, le côté médiéval fantasmé, alors que géographiquement, il y a rien qui colle. C'est le 13e siècle aux États-Unis, mais t'as le roi Arthur, il y a rien qui colle, quoi. Mais en même temps, t'as la suspension de crédulité, parce que oui, c'est un univers qui est complètement fantaisiste. Puis t'as justement, quand je disais que Multiverse of Madness, c'est celui qui me fait le plus penser à Evil Dead de ces films, après. Parce que tu retrouves beaucoup de trucs par rapport, moi, la scène avec les mini-haches qui essayent du coup de buter H, qui est très cartoon aussi, m'a fait penser aussi à des scènes. Un énorme hommage à Gulliver, oui. Il est attaché au sol, c'est totalement Gulliver. Même le Evil H qui soulève l'armée des ténèbres, du coup, de squelettes là pour aller prendre de force le château fort. Le début quand il part dans le puits et qu'il affronte un Deadite qui et enchaîné dans le puits. Oui, qui fait déjà le Deadite fait du kung fu. Non mais faut dire ce qu'il fait, ça peut tout ça. What the fuck, on est. T'as Ted Remy qui fait 4 rôles dans le film. C'est vraiment génial. Donc c'est ça que j'aime bien en fait dans celui-là. Après, on peut se dire, tu vois, pour l'anachronisme du fait du roi Arthur aux États-Unis au XIIIe siècle, on peut se dire aussi pourquoi ce ne serait pas une dimension parallèle. Ah oui, bien sûr. Parce que Necronomicon, on apprend avec les comics univers étendu, tout ça, qui permet de voyager même entre les dimensions, quoi. Donc, non, mais même, t'as la suspension de crédulité. Bien sûr. C'est pas grave. Ah oui, c'est première fois cool que de voir. Je me suis pas posé la question. C'est cool de voir H au médiéval, au Moyen-Âge. En plus, toujours armé de sa tronçonneuse et de son fusil. Qui transforme la Delta en tank, avec une hélice qui. Avec ça, on vous l'a pas vendu. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais ouais, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que c'est vraiment un film d'aventure. Et les pratiques, c'est incroyable aussi, je trouve. Ouais, grave. Mais je crois que c'est Sam Raimi qui disait que le premier Evil Dead, c'est un film d'horreur, le deuxième, c'est une comédie, et le troisième, c'est un film d'aventure. Ouais. Et qu'il avait vraiment pensé comme ça, qui explore quand même des iconographies horrifiques, parce que le deuxième est quand même très ancré dans cette iconographie-là. Et le troisième, la dark fantasy, de toute façon, quand tu prends, moi, je pense là directement à Dark Crystal, parce que t'as ce côté-là très body horror dans Dark Crystal qui est assez dérangeant alors que c'est un film pour enfants. Gamin avec des en tout cas, je l'ai vu enfant, ça m'a traumatisé. La scène où t'as les aigles là qui sont en train de bouffer, je trouve ça horrible à regarder. Mais t'as quand même des iconographies très horrifiques que tu retrouves dans le troisième, mais c'est vrai que c'est le moins horrifique. Donc, je comprends que ce soit le moins aimé. C'est le moins horrifique, mais je trouve que c'est le plus kiffant à regarder. Même si les autres sont kiffants, mais moi c'est de l'aventure, c'est vraiment ça. La musique, tu suis la quête dans les la musique est beaucoup plus épique, quoi. Et puis la scène de fin où il affronte son double maléfique, c'est KPDP, même on le je sais plus si c'est lui ou si c'est du coup une critique ou la production, mais comparé à Errol Flynn qui faisait Robin des Bois dans les années 20, et c'est vrai, il fait des saltos, c'est combat très escrime. Alors
on rappelle quand même que la chronologie des Evil Dead, évidemment, c'est sur une semaine, pas plus. Et encore, je suis gentil, tu vois. Donc, Ouais, même c'était 48 heures. pour le 1 et le 2, ouais, je pense. Mais tu sais, le 3, tu vois qu'il passe un petit moment au Moyen-Âge, Oui, la oui. coupe douce, un moment et Ouais, tout oui. ça. Donc, je pense qu'il y a une semaine, Ouais. 4 jours, tu vois. Et avec déjà glow up de malade, tout le monde a dit, entre le 1 et Oui, le 3, c'est plus la même personne. Et genre, les compétences qu'il développe en une semaine, what the fuck. Le personnage a énormément évolué, oui. Ouais. Le mec, tu fabriques au Moyen-Âge, il arrive à se fabriquer une main robotique. Enfin, je pose ça là. Mais attends, mais c'est vrai. Cette scène, elle me vend et ça arrive dès le début en plus, c'est ça qui est ouf. Mais oui, je comprends. Mais le 3, oui, c'est un film d'aventure. Ouais. Après, le premier reste quand même dans mon cœur parce que c'est vraiment une bobine d'exploitation. Et il est zinzin. complètement, Enfin. ouais. Et faut pas. Brutal et. D'ailleurs, petite anecdote, je te la pique celle-là. Merde. L'effet mythique des Evil Dead de la caméra ras du sol qui représente le mal qui approche, c'est dans le premier une caméra fixée sur une motocross. Oui, ça j'avais vu ça, ouais. C'est le truc déjà le plus con parce qu'ils avaient que 2 caméras qu'ils avaient piquées à leur lycée pour faire le court-métrage, enfin à leur fac, et ils décident de l'accrocher une motocross pour faire la scène. Donc c'était vraiment De toute façon, c'est là où tu vois une que idée le cinéma d'horreur, c'est le cinéma de la débrouille. Hein. ouais, Ah oui, totalement ça. Bon, on parlait de Massacre à la tronçonneuse. Ouais, et la les scène mecs, où il c'était passe de la au-dessus de cinéma-guérilla. Ouais. qui passe au-dessus de H. Oui, il était Sam Raimi accroché, qui a accroché un lit. trapèze, enfin une corée du genre, ouais, pour faire un plan. Mais j'avais vu que tous les moments dans le premier Evil Dead où ils filment la route, et donc t'as ce plan aussi dans la forêt et tout. Ouais. En fait, ils ont fait ces plans-là parce que au début, ils devaient tourner ouais, dans une, c'était pas une ferme, mais c'était ouais, une sorte de cabane, un truc comme ça. Et en fait, au dernier moment, le mec leur a dit non. Et en fait, du coup, pendant une semaine, ils ont erré sur les routes. Ils ont dit bon, on filme quand même pour pas perdre de temps. Et au final, ils ont trouvé. Et d'ailleurs, petite anecdote. Ah, Oh yes. C'est la scène où on voit la voiture de loin. Enfin, en fait, une scène où ils devaient filmer une voiture de loin. Ils sont rentrés dans un enclos, dans une propriété privée. Et Sam Raimi, et alors je sais plus, je crois que je sais plus qui c'est qui filmait avec lui à ce moment-là, mais ils se sont fait charger par un taureau. ça ressemble étrangement à nos tournages quand même. ça me rappelle des tournages. Se faire charger par une vache. Ouais. Ouais, ou avoir des propriétaires qui viennent nous chercher parce qu'on n'est pas censé être là. Enfin, bref. Mais je pense c'est pour ça que je disais que Sam Raimi c'est pas un réalisateur comme les autres parce que lui il en a rien à foutre. En tout cas sur les premiers vidéos, il s'en foutait des propriétés privées. Et ils ont tourné dans une cabane. Du coup le premier là où il y a la cabane ils l'ont retapé parce qu'en fait c'était une ancienne étable abandonnée où il y avait des vaches avant quoi. Ouais. Il me semble qu'ils l'ont racheté pour rien du tout et ils ont retapé le truc. Et après les scènes de la cave ils l'ont tourné dans la cave d'un pote, non? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Scott Pigel qu'ils ont tourné dans sa cave à lui. Ou alors, ils ont tourné dans la cave de Robert Tappert. Parce que dessus, ils ont tourné les scènes, justement, les scènes du viol de Cheryl par la forêt, ils l'ont tourné dans le jardin d'une maison de vacances de Bruce Campbell. Donc, vraiment. Mais des semaines après. Et il disait, Robert Tappert, il a fait des personnages masculins dans le plan parce qu'il y a des acteurs qui ont dû repartir parce qu'en fait, le tournage durait trop longtemps. Et des trucs où il tournait 12-13 heures. Donc pareil, ça me rappelle des trucs. Ouais. Des nuits de 4 heures. Parce que même, je crois que c'est Bruce Campbell qui disait que il y avait pas d'eau et du coup, quand ils étaient couchés, qu'ils se réveillaient, ils avaient encore leur maquillage de la veille. Ça, ils puaient tous. Ça me rappelle des trucs, ça, tu vois. Mais pourtant, c'était même pas de l'horreur. Oui, c'est ça qui est fou. Vous découvrirez ça bientôt, on fera un podcast spécial, de toute façon, je pense. Mais suivez-nous. Oui. Suivez-nous sur les réseaux, vous allez très vite comprendre de quoi on parle. On mettra en lien dans la description, suivez-nous. Et ouais, les acteurs, ils disaient que c'était quand même, le tournage était quand même compliqué. Ouais. Et pareil, on peut se faire une petite session anecdote, là. Ah oui. Par exemple, on peut commencer par le fait que la Delta qu'on voit dans tous les Evil Dead, qui est une vieille voiture jaune, Delta Oldsmobile pour les connaisseurs, c'est la voiture de Sam Raimi qu'ils utilisaient dans le premier Evil Dead. C'était sa voiture personnelle, du coup. Et elle apparaît dans tous les films de Sam Raimi. Et d'ailleurs, c'est la voiture de l'oncle Ben dans Spider-Man. Ouais. Elle flotte. Ce que j'allais dire, oui. Ouais. Et j'avais vu qu'il en a une dizaine maintenant. D'ailleurs, dès qu'ils servent plus à rien parce que, en gros, ils récupèrent juste des pièces dessus. Et la Delta qui s'écrase dans Army of Darkness, c'est en fait une de ces qui en gros il a récupéré trop de pièces et du coup elle était inutilisable, du coup il a dit bon on l'écrase quoi. Mais du coup voilà, on la voit dans les Spider-Man, on la voit dans Multiverse of Madness, la planète où les voitures flottent, il y a la Oldsmobile, dans Jusqu'à l'aube elle y est aussi. C'est la voiture de la voisine de l'héroïne, si je dis pas de bêtises. Elle y est pas dans Mort ou Vif, c'est bizarre. Elle est pas malheureusement pas dans Mort ou Vif.
Alors par contre, Ah, elle, par elle contre, doit y être dans Send Help, mais je sais pas à quel moment. Il y Elle doit y a, être. par contre, dans Mort-Rouge, il Forcément. me semble qu'il y a Ted Remy qui fait un caméo. Ah oui, c'est possible. Ça, c'est sûrement possible. Ouais. Elle est dans quoi encore? Elle est dans celui de Fede Alvarez. Et Oui, dans c'est Burn, la- oui, c'est vrai. Et elle est dans Burn, mais très discrète dans Burn. On la voit 2 fois dans Burn parce que d'ailleurs. à chaque fois tu me l'as dit la première fois et la deuxième fois, je l'ai encore loupé. Tu m'as dit, mais tu l'as pas vu là? Je suis et merde. Donc ouais, dans celui de Fede Alvarez, c'est l'épave qui est devant la baraque. Ouais. Et dans Burn, elle y est aussi dans le parking dans Rise. Oui, dans Rise aussi. Elle est dans le parking souterrain, elle est garée dans le parking souterrain. Et dans Burn, elle est au tout début quand il quitte la boîte, Will. C'est la bagnole qui est garée juste à côté de la sienne. On la voit très vite. Et elle est affichée au mur, dans l'escalier. Il y a une photo de Bruce Campbell. Voilà. Putain, tu l'as dit, je voulais que les gens le Ah cherchent. merde. Mais tout dévoilé. Donc voilà. Bah, Et d'ailleurs aussi Bruce Campbell qui qui fait pas mal de caméos dans les films de Sam voilà, Raimi. aussi, dans tous les films de Sam Raimi, il est soit en photo, soit personnellement là. De toute façon, dans les 3 Spider-Man Mais- aussi, ça me foudroie quand il joue 3 rôles différents dans les 3 Parce Spider-Man. qu'il aurait dû être Mysterio dans le 4. Mysterio qui est un personnage qu'on connaît pas son Ah oui. visage dans le lore de Spider-Man et qui est un mec qui peut prendre n'importe quelle identité en gros. Ouais. Et c'était le Spider-Man 4 de Sam Raimi devait être avec Mysterio et donc Bruce Campbell qui jouait Mysterio, d'où le fait que Bruce Campbell connaissait toute la vie de Spider-Man puisqu'on le voit dans tous les films jouer un rôle Quelle frustration de pas le voir. Frustration aussi par rapport, je trouve, à la carrière de l'acteur, parce que c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup de chance. Oui. Il a eu. Mais tous ces films sont cool. Maniac Cop, Faut par dire ce exemple, qui est. où il a du coup, c'est un des rôles principaux aussi du film. Il est cool, Maniac Cop, si jamais vous l'avez pas vu. Oui, il est incroyable. D'ailleurs, je Et- suis très content que Daniel Wedding Refn, le réalisateur de Drive, Ah oui, faire un ouais. remake C'est vrai ça. en Cop. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui a pas eu beaucoup de chance. Booba au J'avais Cap, vu c'était qu'il- super aussi. Il avait été coupé Très de, cool, du coup, Mort sur le vif, le film que Sam Raimi a écrit avec les frères Cohen. Parce qu'il, du coup, il a habité avec les frères Cohen, ça je savais pas, ils avaient fait une coloc. Et d'ailleurs, Bruce Campbell est le premier acteur à avoir tourné pour les frères Cohen, parce qu'ils avaient tourné une bande démo d'un truc pour présenter au producteur d'un scénario qui a pas été adapté, il me semble. Ou alors peut-être que c'était celui-là. Et en fait, Bruce Campbell joue dedans, et c'est un des seuls acteurs où il est dans un champ en train de se faire pourchasser. Donc voilà, Mais ouais, Frère c'est Cohen malheureusement, ouais. Toujours content de voir, mais c'est vrai qu'il a pas eu la carrière qu'il Ouais. méritait vraiment. malheureusement. Ouais. À la télé, il a joué un peu dans la Ouais. série Ouais. Burn Notice, une très bonne série d'espionnage que je vous conseille, où il a un rôle un peu Ok. à la Sully dans Uncharted pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Oh. Et c'est un peu le même délire, chemise hawaïenne, cigare et à la cool. Et Ça lui va Bruce très bien. Campbell. Mais ouais, malheureusement, ouais, on aurait aimé plus le voir. Ouais. Je suis toujours content de le voir quand même. Ouais. Mais ouais, et les caméos aussi de son frère, du coup. Bon, Oui. c'est dans les anecdotes et les caméos. Ted Raimi, son petit frère, et dans tous les films de Sam Raimi, et dans Ouais. beaucoup de films d'horreur, du coup, vu qu'il est devenu un peu un visage des films d'horreur. Ouais, c'est vrai. Et notamment dans le jeu The Quarry, pour rester dans le jeu vidéo. Ah oui. Le dernier jeu narratif The Quarry qui est sorti, jeu d'horreur, il est dedans. Il joue Ok. le shérif, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il joue aussi dans Twin Peaks. Et d'ailleurs, Il joue dans Twin Peaks, c'est vrai. autre lien entre Twin Peaks et Evil Dead. Tous les que j'ai vu. épisodes, faut qu'on. Il y a un lien avec Twin Peaks. Et Ouais. on va faire un épisode sur Twin Peaks de toute façon. On le fera, on le fera. Ouais, Quand tu seras calme calmé. de 24. Je serai jamais calmé sur Twin Peaks, faut le savoir. Mais c'est Peter Manning qui est le réalisateur de la seconde équipe de Evil Dead 2, qui est aussi donc le réalisateur de seconde équipe de David Lynch sur Lost Highway, Mulholland Drive et la saison 3 de Twin Peaks. Voilà. Donc, voilà. Donc, La boucle est bouclée. partage. Mais il y a toujours des liens de toute façon avec Twin Peaks. Bien sûr. Toujours, On en trouve toujours. Bon, qui c'est qui a des anecdotes là? Allez, on se régale, c'est la session anecdote. Et la session. Je réfléchis. Ouais, les gars, vous m'avez dit que vous aviez bossé. Je suis déçu. Là. On a bossé. Mais... Ils sont arrivés, ils m'ont dit on a plein d'anecdotes. Et là, ils sont là. on est arrivé à bout. Oui, attends, je réfléchis. Ah, je crois que j'ai encore des années. Ouais, si, il n'y en a pas. Si, Sébastien Vanitschek, qui est un fanat de dessin, dans Evil Dead Burn, c'est lui qui a dessiné tous les dessins qu'on voit dans le carnet de. Oui, il l'avait mis sur Ouais. Instagram. Parce qu'il est fanat de dessin et c'est lui qui fait ses storyboards aussi. Je vous conseille ces storyboards, on dirait des comic books. Ils sont Ouais. très très classés. Ouais, J'aime beaucoup. c'est très kiffant. Ouais, oui, j'ai vu que tu l'avais repartagé. Oui, ouais, parce que j'ai vraiment adoré. Ouais. Et voilà, ouais, c'est un passionné de dessin. Il est attaqué par le dessin avant de se tourner vers le cinéma. Et voilà, tous les dessins qu'on voit dans le pseudo Necronomicron, du coup, bah, c'est lui qui les a dessinés. Donc très classe. Ah, si, j'ai une anecdote par rapport à la série Ash vs Evil Dead. Ah, Alors, à ce qui paraît dans l'épisode pilote, je dis à ce qui paraît parce que je l'ai pas vu la série, mais dans l'épisode pilote, il y a un des Dead qui est décapité en deux. Enfin, en tout cas, il a juste en fait, on voit juste au niveau de son nez et de sa bouche. c'est Et possible. Ça fait un moment que je l'ai vu. son la crâne, série. du coup, le haut de son crâne est enlevé Ouais. et il s'affronte quand même avec Ash. Et ça, en fait, c'est une scène qui a été tournée
Donc il y a des images et tout, des photos de plateau. Dans le 2, du coup du Evil Ash qui se fait découper la tête en deux. Sauf qu'en fait, l'effet pratique rendait pas bien à l'écran, du coup ils l'ont enlevé. Donc c'est une scène voilà, qui a été tournée mais qu'on ne verra jamais. Et pour lui rendre hommage, ils l'ont refait dans Ash vs Evil Dead. Ok. Ah ouais, tiens. Voilà. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres anecdotes, peut-être. Bon, après, si on n'est pas, il n'y en a pas. On n'est pas obligé, les enfants. On est quand même à 1h30 d'émission, donc on n'est pas dégueu. Hein. On n'est pas dégueu. Le standard. On est dans le standard. Donc c'est très bien. On n'a pas beaucoup parlé d'Evil Dead Rise, c'est vrai. Bah ouais, bah c'est celui que j'ai vu qu'une seule fois au cinéma. J'ai pas eu le temps de me le Ouais. refaire, malheureusement, avant le podcast, je l'avoue. Donc, pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'avais bien aimé, j'ai le souvenir des détails sonores qui sont vraiment incroyables dans le film, notamment des canalisations, du fait que tu sens l'appart qui pourrit un petit peu avec les gouttes d'eau. Même au niveau de la violence, il y a une scène où on enfonce une bouteille en verre dans la gorge de quelqu'un et on casse la bouteille dans la gorge. Et je trouve que cette scène, elle est d'une brutalité extrême. Bon appétit si vous mangez quand vous écoutez le podcast. La scène avec le truc, le râpé là. Ah bah bien sûr, la râpe à fromage. Mais d'ailleurs, on la retrouve pas un peu dans. Il y a pas dans le réveil de la momie une scène avec une râpe à fromage? Non, mais je sais que dans le réveil. Alors je t'ai dit non, mais j'ai pas de souvenir. Ouais, je sais pas. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans le réveil de la momie, c'est la scène forcément du coupon de l'ongle. Oui, bien évidemment. Qui est dégueulasse. Ah, là Florentin est en train de faire une grimace ignoble. On sent que ça l'a touché. Qui est très lycronienne un peu, je trouve. Enfin, c'est vraiment dans. Ça DA. Moi, c'est la scène des barbelés dans Rise. Ouais, il est très gros plan, vénère. Ouais. Mais ouais, les barbelés dans Rise, moi. Ouais. La scène de barbelés, elle est hardcore aussi. Elle est hard. Ouais. Bah même l'espèce d'amas de corps qui forme un monstre dans le parking, c'est assez fucked up au niveau de l'iconographie, c'est vraiment fort quoi. Ouais. Bah même le fait que ça se passe là du coup pour une fois dans un immeuble, dans un centre urbain, ça change aussi. Ça change, ouais. Même si t'as l'hommage avec la cabane dans les bois. Dans Evil Dead Burn, on revient aussi à ce principe de la saga avec la maison isolée dans la forêt, qui est trop cool. Et qui a d'ailleurs, Evil Dead a contribué à lancer cette mode-là dans le cinéma d'horreur, de la cabane dans les bois avec des jeunes et qui leur arrive. Super film, La cabane dans les bois, je vous conseille. Oui. Voilà. Vraiment sous-côté ce film, je trouve. Les gens, je pense qu'ils l'ont pas compris. Non, c'est vrai. Ils l'ont pas vu comme un hommage, je pense. Pastiche, Evil Dead un peu. Ah oui, totalement. Oui. En fait, c'est un hommage à plein de films parce que t'as plein de. C'est clair. De monstres iconiques parodiés entre guillemets du cinéma et plein de clichés du cinéma d'horreur qui sont réutilisés. Un peu comme Cabin Fever de Eli Roth, où Eli Roth n'est pas caché que c'est une pastiche d'Evil Dead aussi. Totalement, ouais. Mais ouais, Rise, j'ai pas, malheureusement. Ah, mais non, moi j'ai pas pu me refaire. Donc, non, c'est vrai que j'ai bien aimé. Mais d'ailleurs, en plus, je crois, au début, quand il cherchait un réalisateur pour Rise, c'était du coup Rob Tapper. Il était pas très convaincu au début par Lee Cronin. Par Lee Cronin. Ouais. Il était pas trop convaincu par ce réalisateur. Et au final, ils l'ont pris. Je crois que c'est Sam Raimi qui a convaincu Rob Tapper de le prendre. Ah, il a le nez, hein. Il a le nez, Sam Raimi, hein, c'est ça. Et de toute façon, il a le nez pour tout, même pour Fede Alvarez. Je crois qu'au début, Fede Alvarez, il avait réalisé 2 courts-métrages. Et c'était Sam Raimi qui avait vu les 2 courts-métrages et il avait adoré. Et du coup, il a dit ça sera lui. Et pour Burn aussi, après, quand il a vu Vermine de. Ouais, c'est ça, ouais. Non, il a le flair. Hein. Il a le flair. Mais non, Rise, pas grand chose à dire. Très bien. Ouais. Enfin, voilà, et comme on l'a dit, l'actrice, elle est incroyable. Elle est iconique, ouais. C'est pour ça que. Incroyable. Parce que c'est un des rares aussi, on n'a qu'un seul Daylight aussi, il faut le signaler. Ouais. Ah oui. Il n'y en a qu'un seul dedans, il n'y a que elle. Hein. C'est vrai, putain. Personne d'autre se fait posséder. Hein. Après, à part la scène d'introduction dans la cabane, du coup, t'en as un deuxième, mais elle est seule aussi. Mais ouais, c'est un peu hors lien. C'est hors lien. Mais ouais, non, c'est le seul. Mais elle est complètement iconique. C'est pas un hasard qu'on l'a fait revenir. Oui, après, c'est peut-être une demande des studios, parce que Sébastien Lisek, par exemple, la scène post-générique, Sébastien Lisek qui a bien dit qu'il voulait pas la tourner, que c'est les studios qui ont fait non, tu la tournes. C'est là où il a dit, là, je savais qu'on était à. C'est ça, et qui nous ont dit clairement, tes trucs de Frenchy, tu les as fait maintenant. Voilà. C'est bon. Maintenant, tu nous écoutes. Ça. Mais je pense qu'elle a quand même pris du plaisir à réaliser ces 2 scènes post-génériques. Vu la gueule de la scène, je pense. Ouais. C'est clair. Je pense qu'il s'est régalé, mais. Mais ouais, peut-être avec. Est-ce que ça tease un Evil Dead Rise 2 de Lee Cronin, tu vois En vrai, moi, ça serait pas mal. Un crossover avec Alice. Ouais. Qui revient. Ouais, tu lis pleinement les 2 trucs, ça peut être. En vrai, vu la scène post-générique, c'est totalement possible. Qu'il te fasse vraiment un fou crossover. Et peut-être
une co-réalisation, qui sait? Incroyable. Vanitschek Lee Cronin, Un rêve. ça serait zinzin. Après, Vanitschek a dit que là, il retournait sur ses projets en France. Oui. Ils sont repartis sur un petit projet. Je comprends. Je pense que ça l'a un peu. Corentin est en train de décéder, vous m'entendez? Ouais, je me fais posséder. Ça l'a un peu trop j'ai l'impression. Enfin, Bah, il a dit pas tout le temps. Ouais, voilà. Il a dit, la liberté qu'on en France. Très, oui. Mais c'était très physique. Il a dit Les même Américains. quand on était au Grand Rex, il disait ça a été très fatigant. Ouais, c'est une industrie, quoi. Ah ouais, Ils pensent vraiment fou, là. Beaucoup de soucis apparemment dans ce film, beaucoup de problèmes, mais que ça a été une très belle expérience. Ouais, bah oui, tu C'est m'étonnes. sûr. Tu m'étonnes. Puis il a la chance, comme il a dit, il est tombé sur Sam Raimi, quoi. Donc, Oui. il a bossé avec Sam Raimi, non pas avec James Cameron, par exemple. Oui, parce Connu que pour être imbuvable. c'était Alexandre Aja qui avait eu des problèmes avec Wes Craven pour La Colline des yeux, alors que c'est Wes Craven qui est venu le chercher Ouais. en 2004. Bah pareil, il avait vu C'est Haute Tension, je crois. Ouais. Et du coup, il a dit mais c'est celui-là que je veux pour le remake de La Colline des yeux. Et en fait, au final, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas du tout impliqué, Alexandre Aja, dans le deuxième film. C'est qu'en fait, ils se sont pris la tête avec Wes Craven sur la direction à prendre au niveau du film. Le 2, c'est de la merde. Oui, je confonds. Oui, le 2, c'est la même. C'est comme Pascal Laugier qui a fait My Bloody Valentine 3D, qui est pareil. Bah, je connais même. Putain, attends, si, je crois que ma sœur est allée le voir au cinéma, mec. Oui, d'accord. Elle m'en a jamais pu parler, donc je pense que je vais apprécier si on n'en a pas parlé. Non, il est vraiment pas ouf, quoi. Mais pareil, je pense que les studios derrière bah, c'est proposent ça, du truc. Mais on peut revenir, oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu as employé le terme Yes Man, mais il faut expliquer, c'est des. Ah oui. En gros, c'est des dans le cinéma, c'est des gars en fait qui sont là pour faire des films, ce qu'on appelle des films de commande. Ouais. Donc, c'est des studios qui reviennent avec un Howard, scénario. par exemple, c'est Ouais. le Yes Man par excellence. On a des Français aussi chez nous, hein, malheureusement. Ah oui. On a Louis Leterrier et compagnie. Ouais. Ils aiment bien faire ça aussi. Je pense Oula. aussi à Ouais, oui, voilà, Oh, le transporteur, c'est bien. Transporteur, c'est bien. Je suis oui, désolé. très bien. Ah, c'est très bien, Même j'adore. l'incroyable Hulk aussi est Oui. pas mal, tu vois. Ah oui, totalement. Ouais. Ouais. Bah, ça fait vraiment film de studio. Oui, ah, bah, il a oui, pas mais on parlait de Sam Raimi et de sa patte qu'on reconnaît. Oui, c'est ça. Là, c'est générique. tu connais mais pas. c'est pas vrai des films que génériques, ouais. non, les Fast and Furious. Bah oui. Voilà. Mais c'est vrai, je pensais à un autre réalisateur d'horreur qui est un Yes Man, qui est Michael Shaves. Celui qui a le nom ne parle pas. le réalisateur des deux derniers Conjuring, de La Nonne, Ouais, de La Malédiction de la Dame Blanche. Bah, des trucs qui sont sans générique. patte visuelle. Pas d'identité. C'est ça qui veut un peu faire du James Wan, mais qui n'est pas James Wan. Tu ne peux pas faire du James Wan, c'est impossible. Va trouver ta sauce à toi et puis tu reviens. Mais c'est un peu dommage, mais d'avoir des réals qui n'ont malheureusement pas trop d'identité. Ouais. C'est un petit tac. Non, mais Michael Shaves, si tu nous écoutes. Bon, on t'aime pas. Voilà. Change de métier comme. Enfin, professionnellement, après, personnellement, on l'a pas. Attention, c'est un mec super sympa. Hein. Ouais. Même David Gordon Green qui a réalisé la trilogie Halloween et le dernier Exorciste. Ouais, non, c'est pas fou. Bah, on parlait aussi d'un du Exorciste, remake de Massacre à la tronçonneuse de David Bou Garcia, mais c'est pareil, quoi. Bah, alors, j'allais les gars du coup, Cronin devait le faire. En tout cas, il était sur un projet de remake de Massacre à la tronçonneuse. Au final, il est parti sur le reste. D'ailleurs, c'est qui Ah non, c'est. Curry Barker qui va faire un nouveau Massacre à la tronçonneuse. Non, moi j'étais sur l'Exorciste, mais c'est. C'est Mike Flanagan. Mike Flanagan, merci. Bah, Mike Flanagan, pour le coup, lui, il a une patte. Oui, pareil, il a ses acteurs fétiches. Oui. Il y a ce côté-là, là. Hein, Ah oui. Ouais, il travaillait aussi avec. Ouais. Et de toute façon, moi j'ai confiance en ce réalisateur. Donc, ouais. Ah, et il m'a surpris que The Life of Chuck. Et je l'ai pas vu. Mais il est très très bon. Alors il y a un côté horrifique. Oui. Il y a un gros côté horrifique. De toute façon, Stephen King. Ouais. Même dans ses ouvrages les moins horrifiques, il y a un côté horrifique. Il est magnifique. Ouais. Enfin, vraiment, c'est un très beau film. Toute la première section, tu comprends pas trop. Ouais. C'est en chapitres, c'était coupé en 3 chapitres. Tu comprends pas trop. Surtout que la scène du coup de fin du monde, elle est d'une brutalité extrême. Alors mais elle est magnifique. Par contre, elle est très belle et elle est très poétique, mais aussi très déprimante. Et en fait, tu la comprends après avec ce chapitre, mais au début, je comprends pas trop ce que je suis en train de regarder. Ouais. Mais c'est beau. C'est beau. La symbolique est très belle. Life of Chuck, c'est un très beau film. Ouais. On s'est égaré. On sait beaucoup. Mais non, c'est cool que en tout cas, les Evil Dead prennent des jeunes réals qui ont une certaine identité, qui ont aussi la dalle et qui ont aussi leur propre patte, tu vois, et qui prennent pas des Yes Man. Et que Sam Raimi soit. Voilà. Parce qu'il a jamais vendu ses droits et qu'ils sont en mode. Et c'est pour ça que pour le prochain Evil Dead, je suis content que ce soit Francis Galupi. Et d'ailleurs, Rob Tapper, il disait que
ils vont filmer le film. Donc, le film va se passer dans les années 70, donc bien avant les événements du 1. Oui, c'est le but. Déjà, ça, c'est incroyable. Et ils vont filmer avec une pellicule qui a été utilisée dans les années 70. Ah, il va le faire comme avec Tochrome 100, qu'on appelle comme pellicule. Et donc, ouais, vraiment revenir. Donc, tu vois, quand je te parlais d'innovation et tout dans cette franchise, ils vont encore. Franchement, ils sont tout le temps audacieux et ils n'ont pas peur de prendre des risques. Donc, ça, c'est cool qu'ils aient cette liberté. Bah, encore une fois, c'est quand t'as les droits, quoi. Parce que là, je pense à Hellraiser, qui est un film que je porte dans mon cœur, mais Clive Barker, il a jamais gardé les droits. Et en fait, à partir du deuxième, même si le deuxième est très cool, hein, mais en fait, à partir du deuxième, il n'avait plus aucun contrôle sur ce qu'il faisait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a écrit le roman de Scarlet Gospel, qui, en gros, est une manière pour lui de mettre fin à cette saga-là. Mais ouais, il a perdu le contrôle complètement et puis après c'est devenu des films plus nazes les uns que les autres, quoi. Alors que la vision originale est complètement complètement folle. Mais bah t'as Freddy les Griffes de la Nuit aussi, où Wes Craven pareil a pas eu la main sur ce qui a été fait après par rapport à la saga, quoi. Enfin même on parlait de Scream, mais pareil, Scream maintenant c'est devenu un film avec des enjeux commerciaux qui racontent plus du tout qui racontent plus rien, alors que les 4 premiers Scream racontaient quand même quelque chose. Le 3 un peu moins parce que ça racontait par rapport à la trilogie Scream, mais même le 4 qui est du coup intact par rapport à l'esthétique torture porn et à l'arrivée et la démocratisation de la violence sur internet. C'est un film qui est quand même super intéressant, et le dernier d'ailleurs de Wes Craven. Donc si tu enlèves c'est quoi, c'est Curse, le film de loup-garou, là, complètement. Oui. qui est maudit. Ça me parle de fou. Ah, c'est un nanar. Quand j'ai vu ce film, je me dis, mais Wes, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, c'est ça. Il a perdu le contrôle sur son film. Attends, mais c'est le loup-garou qui fait un fake. Oui. Jesse Eisenberg. Il est génial, ce film. Je suis désolé, mais parce que moi, je le prends au millième degré. Ah, mais bien sûr. Mais il y a ça qui lui fait ta permanente, c'est de la merde. Je sais pas, avec ses cheveux alors que c'est une loup-garou et qu'elle lui fait ça. Ouais. Mais tu vois, sur ce qu'il a fait Wes Craven, putain merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es perdu. Mais j'ai peur que la saga du coup Conjuring est en train de virer sur ce même côté, quoi. Qui vont enchaîner des suites pour faire du pognon et du coup ils vont en faire une série préquelle. Ah oui, dans les années 50. Je crois va être réalisée par un Français. En mode Supernatural version. Un peu. Bah ouais, mais c'est ça. Mais après à voir. Oui, à voir. Je sens pas de la poudre, c'est juste c'est la crainte que j'ai, quoi, vraiment. Parce que je veulent plus rien. Même sur Ash vs Evil Dead, Sam Raimi avait encore le contrôle de la série. D'ailleurs, il a réalisé des épisodes. Oui, il a réalisé des épisodes. Ouais, bien sûr. Et la série vraiment se tient de bout en bout, hein, donc vraiment. Et la fin, trop kiffante la série. Comme je dis, la fin de la série est incroyable. Elle est zinzin, c'est une fin ouverte mais de barjo. Vraiment, j'ai pas d'autre définition pour pas vous spoiler. Et c'est un gros clin d'œil au 3. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais, mais voilà. Ah, ouais. Bah voilà, quoi. On a fait le tour. Oui. On peut synthétiser. Flo, je t'en prie. Alors pourquoi ça t'a marqué Evil Dead Burn? Parce que déjà c'est cool les Français qui réalisent un film d'horreur. Du coup une grande franchise. Tu peux parler de la saga aussi. Et par rapport à la saga, parce que je retrouvais la hargne que le premier avait. Donc le premier Evil Dead de 81. Et puis comme je disais, tout cet humour irrévérencieux et brutal qui ne te fait pas rire mais qui est là pour te déstabiliser, c'est super bien dosé. Et ouais, en réalisation t'as des plans de fou, quoi. Et qui sont pas là juste pour des effets de style, qui sont vraiment là pour te faire ressentir des choses par rapport à la violence montrée à l'écran. Donc c'est vraiment une expérimentation visuelle très très cool. Combien sur 10? Oh, sur 10. Oh non, j'ai envie qu'on donne des notes maintenant. Tu m'as pris trop, on donne jamais des notes. Sur 5, sur 10? Sur 10, oh là là, je sais pas. Je dirais, un petit 8, 9. Pas dégueu. Ce qui est très bien. Ah ouais. mais ouais, voilà. Et l'ambiance aussi, la tension, enfin, en tout cas, il y a un rythme. Enfin, c'est super bien rythmé parce que la scène de repas avant, donc la première possession elle est d'une tension
extrême. Et d'une efficacité. Par contre, elle est super efficace. Je pense qu'ils pouvaient faire une sorte de drame familial sans le côté Evil Dead, ça marchait très bien. Oui, bien sûr. De mettre un truc. Et comme tu disais, Resident Evil 7, si tu Ouais, vois, moi, c'est vrai que hyper tu crado. vois, m'attaque à la tête. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment Resident Evil 7. Parce que Resident Evil 7 s'inspire aussi et rend hommage à la scène de repas de Massacre à la tronçonneuse. Même d'un côté, ils ont des assiettes en carton. Ouais, et puis même, le côté crade aussi, tu vois. Et tu sais, au début, ça commence à... je sais pas, t'as la mère qui dit un truc complètement limite un peu gentil, et t'as Alice qui répond, et du coup elle la casse direct en mode ouais mais il va falloir que tu fasses la différence et tout. Waouh, ça escaladait très vite. Quoi. Oui. T'as le père qui commence à être nerveux, toi tu sais pourquoi il commence à être nerveux, donc mais attends, ça va péter à un moment. Mais t'as vraiment le père et sa copine qui essaient de calmer les choses. Puis beaucoup de gros plans, très saccadés au niveau du rythme du montage, donc ça te déstabilise toi émotionnellement. Donc et puis t'as des plans, le plan séquence on en a parlé, t'as aussi des plans aériens de zinzin. Peut-être plus zénital, t'as de l'aérien très sympa. Donc voilà, et puis la scène de la voiture aussi qui est hyper bien maîtrisée, même si ça a été un enfer comme tu disais à réaliser pour eux, c'est en tout cas visuellement ça marche de fou quoi. Donc très très bon film que je recommande. Voilà. Le deuxième Flo. Moi je vais pareil comme Flo. Je mettrais 8-9 parce que déjà je pense le fait de l'avoir vu au Grand Rex avec l'ambiance et tout, c'est voilà. Et que j'ai vraiment kiffé. Et puis oui, le fait que ça soit Seb Vanissek qui réalise ça, c'est un réalisateur que j'admire de ouf, très inspirant. Et puis un peu comme tout ce qu'a dit Flo. Et puis du coup j'avais revu la trilogie pour le podcast. Ouais. Et je pense que en y réfléchissant, c'est l'une de mes franchises préférées. Ah, justement pour tout ce que je disais, le fait que c'est l'une des franchises horrifiques qui est toujours resté constant, tu sens que tu te doutes bien entre ça et ça. Ouais, alors que une affiche et un tatouage pour les gens qui nous écoutent. Alors que j'estime dans mon cœur, tu vois, mais bon, malheureusement, ils me déçoivent beaucoup. Donc je retousse le 8. Mais ça va être continué un jour. Pour moi, c'est le Fast and Furious des films d'horreur. Et pourtant, ça commence à devenir le Fast and Furious. J'aime bien Fast and Furious. Mais ils sont pas encore allés dans l'espace. Au contraire de Vendredi 13. Ah si, par contre, Fast and Furious, ils sont allés dans l'espace. Oui, mais Scream. Ça m'étonnerait même pas. Mais au contraire, tu vois, de Vendredi 13 avec Jason X. C'est vrai. On recommande. Chaudement. Mais oui, par rapport à tout ça, et que du coup, ça c'est devenu, je pense, l'une de mes franchises d'horreur préférées pour tout ça. Et pour toute cette innovation, et que ça s'essouffle jamais, tu t'ennuies jamais, et c'est ça qui est incroyable avec cette franchise. Et puis voilà. Parfait. Quant à moi, tout a été dit un peu. J'ai un peu des deux avis. Hein. Il y a le côté déjà ultra brutal mais maîtrisé. Comme on a dit, le niveau technique, c'est incroyable, on en prend plein la gueule. Donc, et pareil, je suis un énorme fan de la saga Evil Dead. Hein. Moi, je pense, c'est le premier vrai film d'horreur qui m'a marqué. Ce que j'avais consommé avant, parce que je l'ai vu assez jeune, en adolescence, je l'ai vu. Et ce que j'avais consommé avant, c'était vraiment de l'horreur générique. J'ai attaqué, je crois que mon premier film d'horreur, ça a été... comment il s'appelle déjà? Urban Legend. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui est cool. Ah oui, il est Brad Dourif, Robert Englund qui font des petits caméos, c'est cool. Très sympa. Mais voilà, du coup, j'étais en mode, et quand j'ai vu Evil Dead, je suis en mode, attends, c'est zinzin. Surtout pour l'époque, j'étais en mode, j'en ai pris plein la gueule et ça m'a déclenché un truc avec cette saga. Et pareil, comme tu as dit, Sébastien Vanissek qui est quelqu'un, et Florent Bernard, parce que. Oui, c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier Flo Bernard, mais je trouve qu'il est très bon en écriture. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément par rapport à son parcours et compagnie. D'ailleurs, si vous connaissez pas le Floodcast, c'est honteux d'écouter notre podcast. Alors vous connaissez pas le Floodcast, allez écouter ça, qui était son podcast, et qui m'a beaucoup inspiré, il faut dire ce qui est. Et voilà, le travail de ces deux-là, moi je suis très fan de leur parcours et de leur travail. Du coup, quand j'ai appris que c'était eux qui réalisaient ce film, sachant que je savais que c'était des fans de la saga Evil Dead, les deux, j'étais en mode comme un zinzin, j'étais en mode ça peut pas être décevant. Pour moi, à mes yeux, c'était impossible que ce soit décevant. Ouais. Et voilà, pour moi, il n'y a rien à acheter dans ce film. Enfin, les acteurs sont impeccables, la direction d'acteur géniale, l'esthétique est
est oufissime. Ouais. C'est crasseux, et même des fois sans être gore, c'est juste dégueulasse. Il y a une scène de Oui. dentier d'ailleurs, j'en dirai pas plus. Oh, Ou même la scène des quand- échanges de flux. quand, Oui. il prend la tête du beau-fils Et que tu lui mets dans le- et qu'il enfin, met dans- Voilà. On n'en dit pas plus. On n'en dit Si pas vous l'avez plus. pas vu, si vous l'avez vu, vous savez de quoi on parle. C'est vrai que cette scène, moi aussi, elle m'a marqué. Et, moi, il y a la scène du stylo, j'ai mal à chaque fois. Je serre la mâchoire à chaque fois. La scène du stylo, je la trouve ignoble. Ah, Mais oui, voilà. avec la mine. Mais ouais, du coup, pour moi, il n'y a rien à acheter, donc ce sera même un 10 à mes yeux. Ok. Parce que Ah. vraiment, pourtant, je l'ai revu une deuxième fois. Hein. Je Mm. dis, je vais être plus critique la deuxième fois. Je vais rien acheter. Il y a, en vrai, si je dois chipoter, parfois, il y a légèrement, mais vraiment très légèrement, si je veux chipoter, des facilités scénaristiques à certains moments. Mais ce qui est normal, je trouve. Oui, bien sûr. Tu es obligé, sinon le film, tu te fais chier. Enfin, Oui, il non, n'avance c'est sûr. pas. Donc, le coup de la dague et tout ça, plein de trucs comme ça, t'es un peu en mode bon. Mm. Voilà. Mais c'est pas gênant. Non. Parce que tu fais pas attention. Là, comme je dis, je chipote parce que c'est vraiment au deuxième visionnage, en étant plus dans l'analyse que dans le kiff, que je me suis vraiment dit, ah, c'est vrai que ce truc-là, on voit que c'est là pour faire avancer le scénario. Mais voilà, en vrai, si tu n'es pas critique de cinéma ou journaliste de ciné, tu vas Oui, juste te remarques régaler pas, tu juste, et tu vas kiffer. Mm. Pourquoi être 10 sur 10, quoi. Ouais, voilà. Deuxième tour de table pour les recos. Flo, Pour des recos, dans le sens, voilà. j'irai. Evil Dead Burn te fait penser à quoi? Déjà, alors on fait la reco généralement, on est d'accord, toute la saga Evil Dead. Oui. Si vous l'avez pas Oui. vu, regardez Oui. tous les films Evil Dead. Voilà. Même le cinéma de Sam Raimi en général. Le cinéma de Sam Raimi en général. Complètement fou. Mais en reco, j'irai dans le classique La Nuit des Morts Vivants de George Romero en 1968 parce que c'est inspiré aussi à Evil Dead, hein, qui est sorti 20 ans plus tard. Et on retrouve en fait la même thématique, c'est-à-dire des personnes qui vont être forcées de cohabiter dans une maison au milieu de la forêt, qui font face à l'invasion, donc là dans La Nuit des Morts Vivants, de zombies. D'ailleurs, c'est le film qui a implanté la figure du zombie moderne, donc qui est super importante dans l'histoire du cinéma pour ça. On retrouve par rapport à la possession tout la symbolique du dysfonctionnement de la cellule familiale traditionnelle hétéronormative, notamment une scène complètement choc, ne serait-ce que pour l'époque, mais aussi symboliquement qui marche encore, je trouve, où on a donc un acte cannibale incestueux d'une petite fille sur ses parents qui marche encore voilà, avec un effet clair-obscur en noir et blanc complètement fou. Et qui a été repris en plus dans plusieurs films. Ah, qui a été Après, repris. les deux zombies qui ont repris ce Oui. de scène. Mais Et un mais- message social aussi derrière. ah oui, Faut mais les du coup, expliquer. tu vois, on parlait du message social de Evil Dead Burn. Et il y en a un gros aussi dans La les Nuit des Morts Vivants, et On c'est ne pas ici, on laisserait les gens découvrir parce que Oui. je trouve qu'il a une portée. ah oui, mais tu il y a vois, un parcours même de au fou, enfin, même ouais. au niveau juste de la survie et du fait que les personnages donc qui ont des liens amoureux ou familiaux commencent à se détacher par rapport à Ouais. l'urgence de survie, c'est un truc qu'on retrouve dans Evil Dead et dans Evil Dead Burn. Et très très vite, malheureusement, dans le film Evil Dead Burn, enfin, Ouais. je pense qu'il y a une scène, si vous êtes normalement constitué, où ça va vous énerver. Il y a Oui. une scène très énervante. Une réaction d'un des personnages, t'es en mode, c'est la dernière des putes. Ouais. Alors, voilà, je le dis. mais du coup, et ça montre vraiment de manière assez évidente avec La Nuit des Morts Vivants que le cinéma d'horreur, c'est bien plus qu'avoir peur, c'est aussi un genre qui te permet de construire une critique sociale à travers une émotion pure. Et c'est pour ça, moi d'ailleurs, que je considère le cinéma d'horreur comme un des genres les plus purs du cinéma. C'est-à-dire que c'est une symbolique qui est forte, mais qui n'est pas intellectualisée. C'est-à-dire que quand tu vas voir un film d'horreur, tu es Peut-être rarement comme en train d'être dans une position intellectualisée, à part dans Twin Peaks, Ah, où ouais, mais t'es c'est- obligé c'est- d'avoir... Ouais, mais c'est à la croisée des genres. C'est ça. C'est quand même un côté très horrifique, mais ça reste quand même à la croisée des genres. Ouais. Mais voilà, le cinéma d'horreur reste quand même un cinéma, peu importe les sous-genres, complètement différents les uns des autres. C'est un genre qui te fait réfléchir en te faisant ressentir une émotion brute. Ouais. Donc voilà, La Nuit des Morts Vivants. Très très Petit bon. classique. Moi, en termes de film, vu que c'est un Français qui a réalisé ce film, moi, je vais plus vous recommander des films d'horreur français, comme Haute Tension, Vermine, Martyr. Alors, The Substance aussi, même si c'est réalisé par une Française, même si c'est des studios américains. Mais ça montre que les Français sont très très bons en horreur. Ouais. Et
et que c'est assez regrettable d'ailleurs que ça soit les Américains qui viennent nous chercher et que du coup on ne nous donne pas la chance Pas l'occasion. et la possibilité, l'occasion C'est bien vrai. de faire que des studios français viennent chercher des réalisateurs français pour faire un film d'horreur 100% français. Ce qui est dommage parce qu'en France, on aime bien rester dans notre petite zone de confort. Les comédies, hein, Cocorico 45. Voilà, vraiment, qu'est-ce qu'on a fait au Bandit 72 là? Voilà, petit tacle. Mais c'est vrai, Ouais, alors c'est que vrai. pourtant, tu vois, en France, les Français sont vraiment férus de films Et d'horreur. on a des réalisateurs en plus talentueux, c'est Oui, ça. bien On sait pas les évidemment. garder. Voilà, c'est ça, tu Que ce soit vois. dans l'horreur, dans l'action, dans tout. Tu vois, Coralie Farja, Alexandre Aja, Seb Anisek. Bah, d'ailleurs, les Evil Dead, surtout le 2, a connu le plus de succès au cinéma en France Oui, à l'époque. Parce qu'aux États-Unis, il n'avait pas beaucoup marché à cause de sa classification, il était classé X. Et il a marché avec l'explosion de la VHS, parce qu'en fait, ils sont sortis en même temps. Et c'est Sam Raimi d'ailleurs qui expliquait que, en gros, quand le marché de la VHS s'est lancé, il y avait que 7 films proposés dans les vidéoclubs et Evil Dead faisait partie de ces 7 films-là, donc ça a contribué au succès du film, enfin en tout cas le premier. Donc c'est vrai que ouais, la France a aussi contribué aussi, bien comme tu sûr. disais, Et c'est puis, un public qui est féru. c'est ça, exactement. Ouais. Vu en France, on est très curieux et donc on On aime est des ça. gros consommateurs de cinéma en vrai. En C'est France, hein. déjà ça. Et puis les Français aiment le cinéma d'horreur, donc je me dis pourquoi on peut pas faire des Bah, films d'horreur français, tu vois? quand Pourquoi à tu chaque fois regardes c'est les Américains qui Bah, viennent je nous pense que chercher? Sébastien Malicek a ouvert une voie avec Vermine. Hein. C'est pour ça, tu vois? En fait, aujourd'hui, ça commence de plus en plus, j'ai envie de dire, un peu à se démocratiser. Même en ce moment, il y a beaucoup plus de films d'horreur qui sortent. Backroom, Obsession, voilà. ouais. On en parle de plus en plus, donc déjà ça, c'est cool. Surtout quand on donne, c'est des youtubeurs Bah, qui je font pense ça. qu'il y a aussi le côté, les gens qui gèrent les boîtes de prod, les studios et compagnie, commencent à être des gens de notre génération, Ouais, sont un petit peu plus ouverts ouverts d'esprit. d'esprit, c'est ça, qui ont grandi avec YouTube, ce Ouais. genre de choses. Les Parce vieux commencent à partir. Du coup, Ouais, parce c'est qu'après, la quand tu génération qui regardes arrive. tout Autant niveau l'héritage réel Absolument. des fanzines et de Midi Minuit avec du coup le fameux festival ou les fameuses projections avec le cinéma et bar spécialisé dans l'horreur qui a été détruit hein, à Paris, t'avais quand même aussi une ancienne génération assez ouverte par rapport à ça. Je sais pas où ça a merdé. Il y a eu une couille quelque part. Ouais, parce La que peur, peut-être, la c'était crainte. vraiment, Ouais. c'était vraiment tout un phénomène Midi Minuit, le magazine et la salle de cinéma, enfin le bar et les projections après au Grand Rex, c'était vraiment tout un truc quoi. Mais Même ouais. quand tu vois le festival de Gérardmer ou Ah oui. ouais, on a vraiment des trucs assez ancrés et c'est vrai que Exactement. il y a eu une couille quelque part au niveau des années Je sais pas. 80. Mais Bah, ça commence de maintenant un Ouais, petit ça peu à se ça remettre en ordre. Peut-être que historiquement, il y avait eu un peu la chasse aux sorcières dans les années 80 avec possible. la censure et Ouais. l'émergence C'était en tout cas des slashers et du cinéma gore. Bah, ça s'est fait beaucoup en Grande-Bretagne, j'ai pas d'exemple en France, C'était mais la censure un peu partout. mais t'avais t'avais Donc, comment elle s'appelle cette période là, c'est une période en Grande-Bretagne où ils ont censuré des films. Masque à la tronçonneuse a été interdit pendant 20 ans de projection. Ah ouais. Ouais, partout, même aux États-Unis, c'était les comics qui étaient censurés. ouais. Il y a eu une vague de censure mondiale, je pense. Du coup, Donc ouais, c'est peut-être par rapport à ça. Mais ouais, allez regarder les films français parce qu'on est Grave. on est très bon. Ok. Bah, quant à moi, je conseillerais La cabane dans les bois. Ah, C'est peut-être pas au niveau d'un Burn, mais Non. si vous aimez le cinéma d'horreur et que vous aimez Evil Dead, c'est un bel hommage au cinéma d'horreur. C'est à regarder avec des potes, popcorn, bière et second bien sûr. degré, parce que le film est ultra léger, en vrai, en soi. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est un hommage vraiment au film de genre de toute une génération, parce qu'en vrai, on a La cabane au fond des bois, on a plein de clichés du cinéma d'horreur, enfin, et c'est génial. Et en vrai, le twist est ultra intéressant, je trouve. Oui. Ah, il y a Le scénario est très. pardon. Non, il n'y a pas de souci. Il y a le film aussi Deadstream, je sais pas si vous voyez. Je l'ai pas vu, mais Non. C'est un fun footage où en gros c'est un streamer, enfin ouais, c'est un mec qui lance un stream pour faire de l'urbex dans une une vieille maison abandonnée un peu à la Blair Witch sur 2 étages. T'as l'impression que ça va être un fun footage basique surnaturel. Et en fait, c'est un hommage à Evil Dead parce que t'as un livre comme le Necronomicon et t'as des Deadites avec la Ok. même esthétique. Et c'est un film qui, très rapidement, au bout de 20 minutes, part dans le gore burlesque et Ok. l'humour un peu absurde de Evil Dead 2. intéressant. Et donc tu le vois un peu tout seul essayer de survivre. Donc c'est un peu un Evil Dead en fin de footage. Donc si vous êtes curieux, Ouais, bah oui. c'est vraiment Ah très très cool à regarder. C'est vraiment maîtrisé. Les effets visuels sont dingues. Et t'as aussi cet humour un peu irrévérencieux. Ouais. Ok. Il me semble que les réalisateurs se sont inspirés de Evil Dead aussi. Enfin, c'était un hommage. Ouais, je vais voir ça.
Moi, tu me dis. Bah, il est sur Shadows en plus. Ceux qui connaissent la plateforme. Oui, on va regarder ça. Et ceux qui connaissent pas, c'est 5 € l'abonnement. Allez-y, c'est génial. T'avais une semaine gratuite, donc. Avec le code. C'est pas de la pub déguisée, on n'est pas payé pour ça, hein. Mais c'est quand même. Shadow, pareil, si vous passez par là, balance un petit billet, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. On fera une émission spéciale ils ont déjà leur podcast, malheureusement. Ah, oui. Bah voilà, on a fait le tour. C'était très sympa. Merci les copains. Bah, merci à toi. Allez voir Evil Dead Burn si c'est pas encore fait, il a encore l'affiche. Et allez voir la franchise Evil Dead. Et regardez la franchise Evil Dead, évidemment. Bah voilà, des bisous tout le monde. Merci les flows. Merci. Merci à toi. À la prochaine pour un nouveau numéro, quoi. Allez. À quand l'épisode Twin Peaks? Allez, bisous. Ciao.